Wishio, un garçon ordinaire qui va à l'école secondaire, aime dessiner et veut devenir peintre, mais il descend d'une lignée de samouraïs élites ancestraux qui luttaient contre le mal dans le monde. Selon les légendes que son père, professeur au temple, lui racontait, il y a 500 ans, cette terre était sur le point d'être détruite par un monstre légendaire qui se répandait et tuait tout ce qu'il voyait. Tout le monde avait peur de lui et s'enfuyait dès qu'ils entendaient dire que ce monstre était même légèrement proche. Un de ses ancêtres, un samouraï fort, a utilisé sa lance, créée spécifiquement en Chine pour tuer les monstres, pour percer ce monstre géant au mur, réussissant à arrêter le monstre, mais en tombant lui-même. Ce matin encore, il a une petite dispute avec son père, dans laquelle cet homme humain absolu a fini par donner un coup de pied dans la mâchoire de son propre père. Puis Mushio demande à son père de se taire ou de lui montrer la célèbre lance dont il parle sans cesse. Ils commencent à nouveau à se disputer jusqu'à ce que son père se lève et commence à emballer ses affaires. Ushio demande s'il part définitivement, mais son père lui dit qu'il part simplement en vacances pendant 7 jours pour Netflix et chill, loin de son visage irritant. Le père de Ushio lui dit de pousser les livres dans le grenier et de leur faire de la lumière avant de partir, et Ushio lui dit de se faire foutre avant de fermer la porte. Plus tard dans la journée, il décide de remplir le souhait de son père et entre dans le grenier pour pousser les livres, mais en portant un chargement colossal de livres, ses jambes se coincent quelque chose et il tombe. Il se relève pour examiner le sol et est surpris de voir une trappe juste sous lui qu'il n'a jamais vue auparavant, car elle était cachée par un tapis. Il saisit les poignets et essaye d'ouvrir la porte, mais la porte semble être très épaisse et lourde, comme la femme du voisin. Ce type musclé décide d'utiliser la force brute et arrache littéralement les vis de la porte d'une manière, mais ne peut pas gérer le poids de la porte et tombe à l'intérieur. Il se relève et se nettoie la poussière, quand soudainement, il sent une présence étrange derrière lui. Il se tourne lentement pour voir un monstre jaune assis près du mur. Cela le terrifie, et pour ajouter le coup de grâce, le monstre est vivant et commence à parler. Il demande pourquoi Wishio le regarde ainsi. Même pour un monstre, cela est effrayant. Puis le monstre dit à Wishio qu'il est bon qu'il soit descendu, car il est perpétuellement empalé par la lance de Dan, et seul un humain peut la retirer de lui. Le monstre lui dit qu'il essaie depuis 500 ans de sortir de cette situation, mais qu'il ne parvient pas à se débarrasser de la lance de Dan. Il lui dit à nouveau de retirer la lance, mais Wishio demande ce qu'il fera s'il le fait. Le monstre le regarde droit dans les yeux et lui dit qu'il devra d'abord le dévorer, puis tuer tous les autres humains autour, et une fois de plus créer ce monde en enfer. Bushio commence à frapper la lance plus profondément dans le monstre, et le monstre commence à pleurer de douleur, car il ne comprend pas pourquoi Wishio ne veut pas le libérer de la lance. Le monstre essaie ensuite d'attaquer Bushio, et arrive à le toucher avec ses griffes, le coupant au-dessus du front, mais Bushio est un gigachad, et continue de pousser la lance encore plus profondément dans lui. Il se relève ensuite et commence à monter les escaliers, mais le monstre, effrayé de perdre sa chance de s'échapper, commence à l'appeler et à dire qu'il n'a pas voulu ce qu'il a dit, et qu'il s'est laissé porter par la pensée de la liberté. Il dit à Wishio qu'il fera ce qu'il dit s'il retire la lance de lui, et qu'il tiendra parole car il a peur des humains. Cependant, Bushio le regarde et lui dit qu'il ne laissera jamais un monstre comme lui perdre dans ce monde, et sort dehors pour percer toute la trappe, tandis que le monstre crie pour qu'il ne le fasse pas. Bushio retourne alors à l'école comme si rien ne s'était passé. Ses testicules doivent être faits de acier. Il rencontre 2 de ses camarades de classe, Ino et Naka, qui semblent tous 2 aimer Wishio. Ino remarque que Wishio semble perdu dans ses pensées et lui demande s'il va bien. Même Naka commente qu'il ne pense jamais à quoi que ce soit avant de demander s'il a ramené le livre qu'elle lui avait prêté plusieurs jours auparavant, et Wishio dit qu'il ne l'a pas fait. Naka lui dit qu'elle viendra chez lui après l'école, donc il doit avoir le livre prêt, et ils entrent tous dans leur classe. Même en classe, Wishio ne peut s'empêcher de penser au monstre dans sa cave et commence à dessiner une image de celui-ci avant d'être invité à jouer au football. Il a des réflexes incroyables et gagne facilement la partie pour son équipe avant de décider de rentrer chez lui. L'après-midi, Mako, avec Ino, visite sa maison pour récupérer le livre, mais dès que Bushiol ouvre la porte, il remarque quelque chose transparente, volante qui ressemble au flottant que vous pouvez voir parfois dans vos yeux. Il essaie de s'en débarrasser, mais pour les filles, cela semble que Bushiol est devenu fou, et pour le ramener à la réalité, Naka lui donne un coup de pied dans la figure. Très bien fait, femme. Maintenant, il a aussi la mémoire floue. Wishio se relève et court vers le grenier, où il commence à démonter les planches de bois, et hurle au monstre, lui demandant ce qu'il a fait à ses yeux, car il voit des illusions. Le monstre rit, et lui dit que lorsque Wishio a ouvert la trappe, il y a 500 ans de puissance démoniaque s'est libérée dans le monde extérieur, attirant des démons inférieurs, et il peut probablement les voir plus tôt, car il les a vus dans le grenier.
Le monstre lui dit que les démons inférieurs vont se matérialiser bientôt et commenceront à tuer les humains. Il lui dit ensuite que c'est sa faute si ses précieux amis vont mourir, qu'il ne peut rien y faire, mais le monstre promet qu'avec sa libération, il ne tuera pas Wisho ni ses amis et éliminera tous les démons inférieurs dans la région. Sans choix, Wisho descend et attrape la lance avec ses deux mains. Il commence alors à tirer sur la lance, et après un certain effort, la lance se détache du corps du monstre. Le monstre est impressionné par le tirage de Wisho, mais décide néanmoins d'attaquer. Wisho est jeté contre le mur et commence à saigner. Il regarde le monstre et lui demande pourquoi il fait ça, et le monstre rit en lui disant qu'il doit être plus stupide qu'un placard pour penser qu'il tiendra sa promesse à un petit humain faible. Wisho ne peut pas croire ce qu'il voit et pense aux filles en danger. Avant de commencer à s'énerver, une aura sacrée commence à se former autour de lui. Ses cheveux commencent également à pousser, ce qui le terrifie. Il maudit lui-même pour ne pas avoir remarqué que l'enfant avait toujours la lance légendaire, et regarde avec horreur Mushio, qui commence à ressembler de plus en plus au samouraï qu'il a piqué en premier lieu. Wisho poursuit toujours le monstre même s'il est effrayé et court dehors, tuant tous les démons inférieurs sur son passage. Le monstre court et devient soudainement Pikachu, choquant tous les démons autour de lui et disant pardon à Wisho et promettant de tuer tous les démons. Wisho regarde la maison et remarque que les démons se sont regroupés et sont devenus une entité massive. Il dit au monstre d'aller attaquer le démon supérieur en premier et qu'il terminera rapidement après. Le monstre écoute Wisho sans mot dire, saute dans le ciel, utilisant ses griffes pour déchirer le démon, avant que Wisho saute et déchire le démon en morceaux avec l'aide de la lance. Il atterrit et ses cheveux commencent à tomber, et le monstre lui dit qu'il a tenu sa promesse et tué les démons inférieurs, et commence à marcher, mais Wisho l'arrête en lui disant qu'il y a encore des démons et qu'il restera avec lui jusqu'à ce qu'ils aient tué tous les démons. Il nomme le monstre Tora et commence à marcher vers sa maison avec lui, pensant qu'un jour il le piquera à nouveau et le scellera. Le lendemain, Wisho se réveille à cause du bruit strident de Tora cassant sa télévision, pensant que le samouraï à l'intérieur allait le tuer. Wisho va à l'école avec Tora, qui est assis sur son épaule et invisible aux autres étudiants. Wisho est obligé de porter sa lance avec lui, car il a besoin de celle-ci pour dégager ses pouvoirs en cas de rébellion de Tora. Il rencontre Ino et Naka, à l'école, qui prétendent avoir eu la même cauchemar terrifiant la nuit dernière sur une bande de monstres essayant de les tuer. Lucio sourit, heureux qu'il ne sache pas ce qui s'est réellement passé. Il lui demande où ils allaient, et ils répondent qu'ils vont dans l'ancien bâtiment scolaire pour déplacer certains livres, car ils veulent le rénover. Bushio rappelle qu'il faut bientôt commencer la classe, et elle répond qu'elle sera de retour avant. Bushio rentre en classe, mais le temps passe et les filles ne sont toujours pas revenues. Le professeur a déjà commencé à enseigner l'histoire japonaise, et parmi tous les élèves, Toru semble le plus intéressé par ce qui s'est passé ces 500 dernières années et prend même des notes. Soudainement, le sol tremble et un bruit aigu est émis par la lance de Wisho que seul lui peut entendre. Il est effrayé pour les filles et immédiatement attrape sa lance et court dehors de la classe. Sur l'escalier, il est surpris de voir l'une des filles qui est partie avec Naka et Ino, moitié transformée en pierre, implorant de l'aide et en larmes. Wisho hurle au professeur de l'aider et court dehors. Les nouvelles se répandent comme de la poudre, et une foule de médias et de policiers arrivent devant l'ancien bâtiment scolaire, supposant qu'il s'agit d'un enlèvement. Ils entrent dans l'école, mais ne trouvent rien, et sortent une nouvelle fois, confus quant à la disparition des filles. Bushio demande à Toro ce qui se passe, et il rit, disant qu'il ne peut pas croire que Bushio n'a pas senti la présence du monstre géant en pierre résidant dans l'ancien bâtiment. Bushio attrape ses cheveux et lui demande de donner plus d'informations, mais Toro lui renvoie un coup de griffe sur sa main, affirmant qu'il ne lui donnera aucune autre information. Il lui dit que les humains ne signifient rien pour lui, et qu'il les dévorera s'il le faut. Bushio devient furieux, sort sa lance et attaque Toro. Toro esquive et riposte, mais Wisho parvient à esquiver ses griffes et lui frappe le visage avant de percer sa main un peu plus. Toro commence à crier de douleur et lui dit de le retirer. Wisho retire la lance et Toro lui dit qu'il est sûr que le coupable ici est un mange-pierre qui vit dans des endroits sombres et humides et attend que les humains entrent dans son domaine pour les dévorer. Il prétend également que les mange-pierres sont dangereux et qu'il a vu un mange-pierre transformer un groupe entier de samouraïs armés en pierre. Wisho a assez de la conversation et décide qu'il doit agir maintenant. Il court à travers la police qui essaie de l'arrêter et entre dans l'ancien bâtiment où il tranchant l'invisible barrière et immédiatement la brise, révélant un gigantesque samouraï en pierre. Le samouraï attaque Wisho, mais il bloque et saute derrière lui, le piquant dans le torse, pensant l'avoir tué. Toro commence à rire et lui dit que le samouraï est juste un jouet et ce n'est pas le vrai monstre. Soudainement, un tentacule surgit de l'œil du samouraï et pique Wisho, qui perd sa lance et redevient normal.
Il essaie de récupérer la lance, mais 2 autres tentacules surgissent du samouraï et il le cogne contre le plafond. La barrière commence à se refermer et Toro décide de sauter de l'autre côté avant de dire à Bushio qu'il mourra une mort atroce s'il ne court pas avant que la barrière ne se referme. Bushio regarde Toro et lui demande de l'aider. Toro lui dit de ne pas leur donner de l'aider car il est fini avec lui. Mais à sa grande surprise, Bushio lui dit de sauver les filles et de courir. Toro le regarde avec incrédulité et lui demande s'il est devenu fou. Pourquoi voudrait-il sauver la vie d'autres humains, surtout quand il est en danger lui-même? Mais Bushio reste ferme et supplie Toro de sauver les filles. Toro finit par céder et court pour transporter toutes les filles hors de la barrière et il regarde Bushio. Bushio prend un dernier regard à Toro, le remercie de sauver les filles et s'excuse de ne pas avoir pu le dévorer. Toro a assez et il saute entre le hit barrier et l'arrête de se refermer tout en Toro se transforme en pierre. Le manche-pierre est surpris de voir un monstre prendre le côté humain et utilise une série de tentacules pour piquer Toro qui ne peut rien faire car il bloque la barrière. Bushio souhaite très fort que la lance vienne à lui et étonnamment, la lance se dirige vers lui et le pique dans l'estomac, là où la formation en pierre est complète. Soudainement, il s'arrête de se transformer en pierre et la lance se dirige vers Toro qui est effrayé, mais la lance se loge simplement dans la barrière, permettant à Toro de s'enfuir. Toro sort de la paroi et marche vers le manche-pierre, et Pikachu est complètement dépassé. Il y a une grande explosion et Bushio et Toro lancent tous les deux dans le ciel. Le samouraï s'effondre en pièces et le vrai monstre apparaît sous forme de 2 têtes de centipède. Toro lui dit que c'est le vrai monstre et que Bushio doit utiliser sa salive sur leurs yeux pour affaiblir et tuer les deux. Bushio commence à tomber vers les centipèdes et il éternue sur sa lance avant de l'enfoncer dans les yeux de chaque centipède, tuant le monstre instantanément. Il coupe ensuite rapidement les filles qui étaient devenues des pierres, ce qui les libère du sort avant de fuir avec Toro au crépuscule. Ce soir-là, Toro et Bushio sont à la télévision, ce qui ravit Toro car il ne peut pas en avoir assez, tandis que Bushio essaie de dormir. Le père de Bushio est enfin revenu de sa voyage, et le matin suivant, il commence à lui donner une longue leçon sur leur histoire sans savoir que le monstre dont il parle littéralement est derrière lui. Son père lui dit à nouveau de ne jamais essayer de passer sous le grenier, et Bushio change rapidement de sujet et se lève pour partir à l'école. Son père regarde la lance géante qu'il transporte et rit nerveusement en disant qu'elle ressemble à une lance légendaire, mais évidemment ce n'est pas. Bushio rit avec lui en disant qu'elle évidemment ne l'est pas, avant de marcher rapidement hors de la maison. Son père le suit et regarde avec la bouche ouverte que la trappe a été complètement détruite. Plus tard dans la journée, Bushio, avec les filles Toro, visite une galerie d'art où Bushio semble très excité et heureux, regardant toutes ses peintures. Toro ne comprend vraiment pas son excitation pour la peinture sur papier, mais il reste sur son épaule et va avec lui. Ils finissent par arriver à une peinture, que Bushio décrit comme le chef-d'œuvre de l'artiste Grand Hanyu, qui est mort après avoir créé cette peinture. Les filles demandent pourquoi c'est juste une photo de la vraie peinture, et Bushio répond que la vraie peinture appartient à sa fille Reiko. Toro, cependant, regarde la peinture pendant un moment avant de réaliser que la personne qui l'a peinte est un démon humain, et que cette peinture est maudite. Le lendemain, lorsque Yoshio se rend à l'école, un senior de son école le fait tomber et commence à le frapper pour aucune raison apparente. Toro rit et regarde la bagarre de loin. Soudainement, une fille se présente derrière lui et lui dit de lâcher Yoshio, et le senior le laisse tranquille et s'éloigne. Tout le monde commence à parler entre eux, et les filles s'éloignent simplement. Bushio reconnaît immédiatement la fille comme Reiko de la peinture et la suit. Elle se tourne et lui dit qu'elle ne l'a pas fait pour lui ou quoi que ce soit, donc Bukane pense. Cependant, Bushio persiste et demande si elle est Reiko, la fille du célèbre peintre Hanyu, et elle répond qu'elle est. Elle tourne le coin, et il la poursuit toujours. Une camionnette rapide vient à travers, heurtant Toro, mais Bushio est capable de saisir sa lance et de se transformer juste à temps pour diviser la camionnette en deux et sauver sa propre vie. Reiko disparaît là-bas, et Bushio retourne chez lui, mais plus tard, il va chez Naka et demande à propos de Reiko. Elle semble défensive au début, pensant qu'il l'aime, mais il lui dit qu'il ne veut qu'elle pose pour une peinture et rien d'autre, car c'était son rêve de la dessiner comme l'une de ses filles françaises. Naka commence à lui parler de Reiko et révèle qu'elle était une nouvelle élève l'année précédente dans leur école, et les garçons étaient immédiatement subjugués par sa beauté, mais elle gardait toujours le silence et ne parlait à personne. Naka, cependant, voulait qu'elle ait des amis et a commencé à lui parler. Et progressivement, elle a commencé à s'ouvrir. Elles deviennent amies. Mais un jour, un garçon de sa classe Reiko essaie lui de se demande de suicider dans sa sortir mémoire. avec lui. Heureusement, Et elle soudainement, est trouvée par les le autorités même jour, avant qu'il ne soit il trop meurt tard, et elle la parce qu'une sauve. pile de Et briques lorsque Naka s'est essaie de la abattue forcer sur à parler, lui, le elle la met broyant. de côté. Elle lui dit qu'elle doit rester loin d'elle, car si elle ne le fait pas, des choses malheureuses arriveront à elle. À ce moment-là, des objets tranchants tombent du cul de Sky pour aucune raison,
Mais Reiko saute sur Naka et la protège de mourir en se faisant piquer. Elle lui dit ensuite de rester loin d'elle, car elle ne veut pas qu'elle se fasse du mal à cause d'elle. Ce jour-là, lorsqu'il essaie parti de son lieu de résidence, il est de nouveau arrêté par le Seigneur, qui le prend et lui demande pourquoi il fouine autour de Reiko et lui donne un coup de poing dans la figure, ce qui ravit Toro qui commence à savourer le spectacle alors que le Seigneur et Bushio se battent ensemble. Enfin, Bushio l'idiot arrête le coup de poing du Seigneur avec sa tête, car il n'a aucun cerveau dedans de toute façon, et dit au Seigneur qu'il sait que le Seigneur est au courant du problème de Reiko avant de lui donner un coup de poing au sol. Ils se couchent ensuite sur le sol côte à côte et commencent à parler. Le Seigneur révèle qu'au temps de leur jeunesse, il et Reiko étaient de les meilleurs amis et pratiquement inséparables. Puis un jour, sa mère a quitté l'un de ses pères étudiants en art et tout a changé. La prochaine fois qu'il a vu son père, il travaillait frénétiquement et démoniaquement sur la peinture de Reiko et cela semblait qu'il était possédé. Le lendemain même, il est mort et depuis lors, il hante Reiko et ne lui permet pas de vivre sa vie, car il est effrayé qu'un garçon la prenne de lui. Bushio décide qu'il ne reculera pas facilement et le lendemain, lors de la danse folklorique, il parvient à convaincre Reiko de danser avec lui, et elle accepte malgré tout mais commence progressivement à apprécier la normalité, mais soudainement, un tourbillon de poussière éclate et les couvre tous les deux à l'intérieur. Soudainement, Bushio est frappé par derrière et une blessure importante apparaît sur son dos, et il commence à saigner. Soudainement, un démon sort du tourbillon de poussière et lui dit de se faire foutre car Reiko ne lui appartient que à papa. Il essaie de frapper Bushio à nouveau, mais cette fois-ci Toro intervient et arrête le démon, lui disant que aucun demi-démon ne touche son humain et le choque loin. Le Seigneur court vers Bushio et l'aide à se relever. Et lorsqu'il regarde autour d'eux, il réalise que Reiko a disparu. Ils se précipitent vers sa maison et sont horrifiés de la voir sur le toit, alors qu'elle saute en disant à son père qu'elle le rejoint. Ushio lance rapidement sa lance dans le mur et elle reste un peu accrochée, tandis que lui et le Seigneur courent au rez-de-chaussée et ensemble ils parviennent à la rattraper. À leur horreur absolue, le démon se tient en bas, appelant Reiko à lui, disant qu'elle appartenait à papa et à papa seul. Ushio lui crie de ne pas l'écouter, il lui dit qu'elle n'est pas seule, que des gens tiennent à elle. Il lui dit qu'elle devrait choisir les vivants plutôt que les morts, et quelque chose résonne en elle. Elle saisit leurs mains, et tous parviennent à la tirer à l'intérieur. Le démon est désemparé que sa fille la trahisse comme sa mère l'a fait, et attrape Reiko et le Seigneur, commençant à les ramener à l'intérieur du tableau. Ushio saisit rapidement sa lance et se jette sur le démon, commençant à le poignarder, mais sa lance n'a aucun effet. Tora se moque de lui et lui dit qu'il est déjà dans le monde du tableau, et là, il ne peut pas tuer le démon. Le démon attrape Ushio aussi et commence à l'aspirer. Tora rit d'Ushio et lui dit de le supplier de l'aider. Seulement alors il l'aidera. Mais étonnamment, Ushio ne dit rien et se fait aspirer par le tableau. Ça énerve Tora, qui se jette sur le tableau et attrape la tête d'Ushio, lui disant que seul lui a le droit de le dévorer. Mais le tableau ne lâche pas. Alors Tora entre dedans, flanque une claque monumentale au démon et les sort tous avant de dire à Ushio de poignarder le tableau. Ushio saisit sa lance et poignarde le tableau, mais au dernier moment, cette idiote de Reiko se met au milieu et se fait poignarder en même temps que le tableau, horrifiant Ushio et le Seigneur. Mais il s'avère que la lance n'a aucun effet sur elle, elle glisse simplement, et le tableau derrière elle est détruit. Tora affirme que la lance n'est efficace que sur les démons et ne blesse pas les humains. Ils voient tous une projection dorée du père de Reiko surgir du tableau, qui s'incline devant eux, avant de dire à Reiko de vivre sa vie pleinement et de disparaître. Tora s'est adapté à la vie avec Ushio, même s'il essaie encore parfois de trouver des endroits où Ushio ne prend pas sa lance pour pouvoir l'attaquer. Mais même quand il a tenté de l'agresser dans la salle de bain, Ushio l'a rossé, car il avait même emporté la lance avec lui. Ushio se dirige vers le salon et découvre une lettre de son père, lui disant de ne pas le chercher. Quelle diva! Il allume ensuite la télé et voit une annonce d'urgence, informant les gens qu'une zone de Tokyo est dangereuse car un grand animal sauvage pourrait se trouver à proximité. Selon le rapport, des ouvriers du bâtiment qui tentaient d'excaver un site important ont été tués par un animal inconnu, avec d'énormes marques de morsures sur leur corps. Ce qui les intrigue, c'est que cet animal a même mordu à travers le métal des grues. Ushio est immédiatement rempli d'une rage folle, pensant que c'est l'œuvre de Tora, car c'est lui qui ressemble à un animal et peut clairement mâcher du métal. Il hurle le nom de Tora. Celui-ci descend et demande à Ushio pourquoi il fait un tel vacarme, mais est surpris de voir Ushio déjà transformé et en colère. Il lui demande ce qui ne va pas, mais Ushio l'accuse directement d'avoir tué les gens en ville et l'attaque. Tora esquive et hurle qu'il n'a aucune idée de ce dont Ushio parle, mais Ushio lui assène simplement un coup de lance sur la tête avec beaucoup de force, le blessant. Tora devient incroyablement furieux et recule avant d'essayer de Pikachuiser Ushio. Ushio cependant parvient à absorber toute la foudre grâce à sa lance. Tora réalise qu'actuellement Ushio est plus fort que lui et saute dans le ciel avant de s'envoler, disant à Ushio qu'il n'a jamais mangé d'humain depuis 500 ans, mais maintenant Ushio l'a déjà accusé de quelque chose qu'il n'a jamais fait.
Il entre dans la ville et est totalement choqué de voir tant de choses étranges qu'il n'a jamais vues auparavant. Il est sidéré par les immenses bâtiments et les voitures c'est ce qui roulent crachent sur la route, sans avoir la moindre idée de ce qu'il doit en penser. Il est aussi choqué de voir autant d'humains marcher sur la route, mais pense que ça lui faciliterait juste la tâche. Il essaie de marcher sur la route, mais est instantanément percuté par un camion et se retrouve coincé dans le mur. Ça le met en colère et il se met à hurler sur les voitures qui passent. Mais évidemment, personne ne peut le voir, alors il utilise son attaque éclair et détruit la batterie de chaque voiture à proximité, content de sa petite vengeance. Pendant ce temps, Ushio court vers la ville. Il passait dans une rue quand il voit un groupe de personnes autour d'une scène de crime et il s'approche pour y jeter un œil. La police dit à tout le monde de reculer, mais un vieil homme ne cesse de répéter aux policiers que ce n'est pas l'œuvre d'un animal, mais le résultat de démons libérés la nuit dernière. Mais il sort un livre et le leur fourre sous le nez, leur disant que c'est le journal de son grand-père, et qu'il y est clairement écrit que c'était un site où des démons étaient scellés. Le policier en a assez et repousse le vieil homme qui trébuche, mais Ushio le rattrape, commentant la rudesse du policier. Il demande au vieil homme s'il va bien et ramasse son livre pour lui, mais s'arrête soudain en regardant la photo d'une belle femme plus âgée dessus. Le vieil homme explique que ce journal appartient à son grand-père, et quand il était enfant, des démons rôdaient dans la forêt, dévorant quiconque s'approchait. Les villageois ont appelé tout ce qu'ils pouvaient imaginer, samouraïs, guerriers et même exorcistes, mais ils ne sont jamais revenus vivants. Les villageois ont finalement décidé qu'ils ne pouvaient plus rester là, car un jour sur deux, quelqu'un du village se faisait dévorer par les démons. Un jour, cependant, une belle jeune femme entra dans leur village, se présentant comme Mikado. Elle dit aux villageois de lui donner une chance, et leur promit de se débarrasser des démons. Elle entra seule dans la forêt, mais le grand-père du vieil homme était un jeune garçon, plein d'hormones, qui ne put s'empêcher de suivre la femme plus âgée qui était entrée seule dans la forêt, risquant sa propre vie. Quand il atteignit la forêt, il fut choqué de voir que la dame se tenait devant un tas de monstres et les forçait à retourner dans des boîtes en utilisant un enchantement spécial. Les démons lui hurlaient dessus et juraient vengeance, mais elle finit par les enfermer dans des boîtes séparées avant d'utiliser un grand repère pour les enterrer. Elle regarda ensuite autour d'elle, repéra l'enfant et s'approcha de lui, lui disant qu'elle pourrait ne pas être là la prochaine fois qu'il serait libéré. Alors, il devait s'assurer que Ushio personne est sans ne voix déplace et regarde le jamais vieil homme qui lui la dit que la pierre nuit angulaire. dernière, la pierre angulaire a Sinon, été retirée par les Les excavateurs. démons seraient Et les démons libérés ont été et libérés. sèmeraient le chaos Maintenant, dans ce monde. ils ne s'arrêteront pas avant d'avoir eu leur vengeance sur la personne qui les a capturés, Mikado. Ushio examine soudainement la photo de plus près et réalise que la femme sur l'image ressemble étrangement à Ino. C'est très probablement son ancêtre. Le vieil homme dit que si c'est le cas, elle est en grave danger, car les démons iront certainement la chercher. Ushio supplie l'homme de l'aider et celui-ci prend sa voiture et le conduit en ville. De l'autre côté, Tora a beaucoup de mal à naviguer dans ce monde moderne. Il ne cesse de se cogner contre des murs de verre partout et il ne supporte pas l'odeur des parfums modernes. Il ne peut pas manger les gens car tout le monde a quelque chose d'indigeste sur le corps, comme un bracelet, une bague en métal ou des boucles d'oreilles. Il boude dans toute la ville, pensant qu'il ne pourra plus jamais manger d'humain, quand soudain, il passe devant Ino. Il ne la reconnaît pas, mais s'arrête immédiatement et regarde son corps délicat. Il réalise qu'elle sent bon et qu'elle n'a ni boucle d'oreille, ni piercing. Il est très excité dès qu'il comprend qu'il peut la manger. Il se prépare à lui sauter dessus, mais s'arrête soudain car il réalise qu'il y a d'autres monstres dans les parages qui ne sont pas lui. Il regarde derrière lui et aperçoit un groupe de têtes flottantes d'apparence étrange voler vers elle. Elle la regarde et l'attaque immédiatement, avant même que Tora n'ait le temps de réagir. Heureusement, Ushio arrive juste à temps et lance sa lance sur les têtes, qui s'éloignent rapidement. Il crie alors à Ino de s'enfuir, mais elle est trop étourdie et confuse pour faire quoi que ce soit. Une des têtes essaye de l'attaquer à nouveau, mais Ushio rappelle simplement sa lance, forçant la tête à s'éloigner de cette position. Ino court rapidement à l'intérieur d'un centre commercial, tandis qu'Ushio se tient devant pour la défendre. Les têtes essaient de la poursuivre, mais Ushio balance simplement sa lance sur elle. À sa surprise cependant, l'une des têtes attrape sa lance entre ses dents, et une autre utilise ses longs cheveux pour ligoter Ushio, tandis que deux autres courent manquer vers lui et commencent à le mordre pour tenter de le tuer. Ushio, cependant, est fait d'un acier trempé, et les têtes sont incapables de le tuer. Alors elle le jette simplement sur une voiture, le blessant, avant de repartir à la poursuite d'Ino. Tora se met en colère contre les têtes, car Ino est sa proie, et essaie de les suivre, seulement pour heurter une autre vitre, ce qui le met en rage. Il cesse d'être invisible, brise la vitre et entre dans le centre commercial. Il essaye de la trouver, mais aperçoit soudain des débris tombés de l'étage supérieur, détruits par les têtes. Elle continue de glisser cependant, et commence à tomber vers la tête, qui a déjà la bouche ouverte. Mais Tora est incroyablement rapide et l'attrape avant qu'elle ne puisse tomber. Il l'emmène sur le toit du bâtiment et lui dit qu'elle est sa proie et que seul lui la mangera. Soudain, les têtes arrivent aussi sur le toit et demandent à Tora qui il est. Elles lui disent qu'Ino est leur proie. Et s'ils s'interposent, elles le dévoreront aussi. Tora les regarde simplement et sourit, leur disant de faire de leur mieux. L'une des têtes se précipite vers lui.
mais Tora l'attrape simplement et la fracasse au sol, la tuant instantanément. Les autres têtes sont choquées par l'incroyable force de Tora, mais elles lui disent qu'elles mangeront la fille quoi qu'il arrive. L'une des têtes utilise ses cheveux pour ligoter Tora, avant de dire aux autres de poursuivre la fille pendant qu'il s'occupera de lui. Ino se remet à courir, tandis que Tora est ligotée par l'une des têtes et que les autres courent après Ino. La tête qui a capturé Tora le regarde et se moque de lui, pensant qu'il pouvait affronter toutes les têtes seules, mais Tora se contente de rire, disant comment les têtes pouvaient être assez stupides pour croire qu'elles avaient la moindre chance contre lui. Il brise les cheveux et saute sur la tête, en mordant la moitié d'un coup, la tuant instantanément. Les têtes poursuivent la fille et la rattrapent, finalement, la blessant un peu. Mais Tora arrive juste à temps, brandissant la tête à moitié mangée dans sa main et leur disant de reculer et de ne pas toucher ni salir la fille. Les têtes sont horrifiées de voir un autre membre de leur famille mort des mains de Tora et se précipitent donc pour le mordre. Tora reste simplement là, grimaçant et affichant un sourire sinistre, se moquant de leurs efforts futiles avant de redevenir Pikachu et de les électrocuter tous, les réduisant en cendres et les tuant en un instant. L'une des têtes, encore en vie d'une manière ou d'une autre, tente de se précipiter sur Ino pour au moins la tuer et se venger. Mais avant qu'il ne puisse la toucher, Ushio arrive et le poignarde à la tête, le tuant instantanément. Tora devient incroyablement triste car il ne pourra plus manger la fille et essaie de s'enfuir rapidement. Mais Ushio l'arrête et Tora se prépare immédiatement à se battre. Mais à sa surprise, Ushio le regarde et s'excuse de l'avoir accusé d'avoir tué les humains en ville. Un immense sourire éclate sur le visage de Tora et il commence à insulter Ushio, le traitant de crétin qui agit avant de réfléchir et disant que toute sa lignée doit être stupide. Ils recommencent à se battre, mais Ino arrête leur bagarre et donne un burger à Tora car elle a entendu qu'il avait faim. Tora est complètement abasourdi par cette fille stupide. Il n'arrive pas à croire qu'elle ait offert un burger à un démon mangeur d'humains. Ushio se réveille soudainement, au milieu de la nuit, sentant quelque chose venir de la lance. Il se lève juste à temps pour esquiver l'attaque de Tora. Il lui hurle ce qu'il pense faire, et Tora répond nonchalamment qu'il fait ce qu'il est censé faire, cherchant une opportunité de le dévorer. Ushio s'énerve et saisit sa lance pour peut-être frapper légèrement Tora à la tête, car il croyait avoir trouvé un compromis avec lui, mais Tora esquive immédiatement son attaque et lui lacère le visage. Tora se moque de lui et lui dit qu'il n'a que de la haine pour Ushio dans son cœur. Il essaie de l'attaquer à nouveau, mais la lance commence automatiquement à défendre Ushio, qui sort en colère, saisit la lance et se transforme, prêt à combattre Tora. Tora, cependant, saute rapidement par la fenêtre et s'envole, tandis qu'Ushio est laissé fumant de colère. Ushio se regarde le matin et réalise que les marques de griffes n'ont toujours pas disparu, car il était sous sa forme humaine quand Tora l'a attaqué. Il devient encore plus fou de rage et jure qu'il tuera Tora dès qu'il le verra, car un monstre restera toujours un monstre. Ushio sort se promener quand il entend du bruit et remarque un homme en noir en train de tabasser deux voyous qui harcelaient une famille. L'homme en noir, cependant, sort ses kunais et les leur lance avec l'intention de tuer les voyous. Ushio, cependant, saute rapidement entre eux et bloque les kunais avec sa lance, demandant à l'homme s'il a perdu la tête, car ces hommes mourront s'il fait ça. L'homme regarde Ushio et il voit l'ombre d'un monstre sur lui, ce qui le met en colère, et il commence à l'attaquer. Ushio esquive ses attaques, mais se retrouve pris dans une corde. L'homme parvient à le faire tomber et lui marche dessus, prêt à le tuer quand la lance se projette automatiquement vers l'homme, le blessant. L'homme reconnaît immédiatement la lance de la bête et se calme. Il relève Ushio et s'incline immédiatement au sol, disant qu'il s'était trompé d'attaquer un porteur de la lance de la bête. Ushio lui dit de se relever car il l'a déjà pardonné, et il commence à parler. L'homme se présente comme Hugh, un chasseur de démons qui parcourt différents endroits à la recherche de démons. Il dit à Ushio qu'il avait une famille, une femme et une fille, qu'il aimait plus que tout au monde, mais qu'un jour il a dû partir en voyage d'affaires. Et quand il est rentré chez lui et a appelé sa femme, personne n'a répondu. Il a eu peur, alors il a rapidement ouvert la porte, et soudain, un démon, qui ressemblait à un animal, a sauté et lui a griffé le visage, laissant les profondes cicatrices qu'il porte encore aujourd'hui. Il dit qu'il a eu une photo à la télé d'un démon d'apparence similaire qui a été aperçu près d'un ancien bâtiment scolaire où un groupe de jeunes filles ont été kidnappées. Et il montre à Ushio une photo de Tora. Ushio réalise que le monstre que l'homme recherche n'est pas Tora, car Tora a été scellé pendant 500 ans dans son sous-sol et n'a été libéré qu'il y a quelques semaines. Il ne peut donc pas avoir tué la femme et l'enfant de l'homme. Il était sur le point de dire à Hugh que le monstre qu'il cherchait n'était pas Tora, mais il s'arrête au milieu et se souvient comment Tora l'avait attaqué pendant son sommeil. Une vague de colère le submerge à nouveau, et il dit à l'homme que le démon qu'il cherche est bien Tora, et qu'il devrait le tuer dès que possible. Ushio quitte les lieux et rentre chez lui, tandis que Hugh trouve où Tora se cache et l'engage dans un combat mortel. Ushio va à l'école après cela, mais semble très perdu dans ses pensées et ne semble pas être lui-même. Naka et Tino le remarquent toutes les deux, mais il ignore simplement leurs remarques avant de quitter complètement la conversation. Après l'école, il a commencé à rentrer chez lui, mais remarque que Naka le suit depuis l'école, sans l'approcher ni lui parler. Mais Naka, l'excentrique,
court immédiatement vers lui et le frappe à la tête avec son sac, disant à Ushio de la frapper en retour. Elle lui hurle que quelque chose le tracasse clairement, alors il devrait simplement se vider la tête en frappant Naka. Et s'il ne le fait pas, elle continuera à le frapper. Elle lui dit qu'il n'est pas quelqu'un qui réfléchit longtemps, qu'il est très impulsif et prend des décisions hâtives, et qu'il ne devrait pas changer qui il est avant de s'enfuir. D'une manière ou d'une autre, cependant, ce conseil résonne en Ushio, et il part en courant pour trouver Tora et Hugh. Et il trouve Hugh et Tora dans un parc, où tous deux semblent extrêmement épuisés après s'être battus pendant un certain temps, mais clairement, Hugh a le dessus, car Tora semble complètement vidée de toute énergie et gît sur le sol. Juste avant que Hugh ne porte le coup final, Ushio court et se place devant Tora, disant à Hugh d'arrêter. Hugh semble confus et demande ce qu'il pense faire. Et finalement, Ushio admet qu'il lui a menti. Hugh perd la tête et frappe Ushio au visage, lui disant que ce n'est pas possible, il a voyagé partout dans le monde pour trouver ce monstre, et maintenant il dit que ce n'est pas le bon. Hugh dit à Ushio que ça doit être lui, et lance ses kunai sur Tora, mais Ushio les intercepte au milieu avec sa lance. Il dit à Hugh que Tora n'est pas le coupable, et puis compare sa cicatrice à celle de Hugh, soulignant que le visage de Hugh a une cicatrice à 3 griffes, tandis que le visage d'Ushio, qui a été lacéré par Tora, a une cicatrice à 4 griffes. Hugh frappe à nouveau Ushio, puis commence à le frapper sans relâche au visage, tandis qu'il gît là, impuissant. Hugh se relève et commence à utiliser un sort de feu pour enflammer ses kunai afin de tuer Tora. Mais une fois de plus, Ushio se tient au milieu, refusant de céder. Hugh lance ses kunai malgré tout, pensant qu'Ushio esquivera à la dernière seconde, mais il ne le fait pas. Les kunai s'enfoncent profondément dans le corps d'Ushio, et il se projette en avant et frappe Hugh, lui disant que s'il tue Tora, ce sera un meurtre de sang-froid, et sa fille décédée sera déçue de lui avant de s'évanouir complètement. Quand Ushio se réveille, il se retrouve sur un banc. Hugh lui dit qu'il lui a prodigué les premiers soins, et que ses blessures devraient vraiment guérir avec le temps. Il dit à Ushio qu'il est d'accord que s'il avait tué Tora, il aurait été un meurtrier, et le remercie de l'avoir arrêté. Il dit ensuite que sa recherche du tueur de sa famille continue, et que leurs chemins pourraient bien se croiser à nouveau. Et si c'est le cas, il espère qu'ils seront du même côté, puis il s'en va. Ce jour-là, Ushio rentre chez lui et dort sans souci. Tora le regarde et se prépare à attaquer, mais au dernier moment, il change d'avis et décide de prendre un burger à la place pour l'instant. Les vacances d'été ont enfin commencé, et le père d'Ushio a de nouveau disparu pour Netflix and chill quelque part. Maintenant, Ushio lui-même a décidé de faire un petit voyage d'été à la plage avec Naka et Ino. Il a décidé de passer son temps à se reposer sur le sable et à jouer dans l'eau aux côtés de 2 superbes jeunes filles. Son charisme est au max, je vous jure. Tora semble plutôt content de quitter la vie citadine et de passer du temps en mer, qui n'a pas changé depuis 500 ans, contrairement à tout le reste. Il décide de faire un petit jogging tranquille à la surface de l'océan et disparaît de la vue d'Ushio, qui s'inquiète de son absence. Soudain, il remarque qu'un gamin jette du sable partout sur leurs affaires, ce qui met Ushio en rogne. Il sort de l'eau en trombe et fonce sur le petit, le saisissant par le cou. Naka court après lui et lui dit de laisser le gamin tranquille, il n'a rien fait de mal. Bushio l'écoute, mais dès qu'il s'éloigne, le petit morveux utilise son pistolet à eau pour arroser Naka avant de s'enfuir en courant. Il rentre dans une maison, celle des proches de Naka, pour grignoter. Le vieil oncle leur raconte que le gamin s'appelle Tatsu. C'était un enfant adorable, mais récemment sa mère est partie chercher des cigarettes et n'est jamais revenue, suivant les traces de son père. Ça a brisé son enfance, et depuis il est devenu violent, un vrai casse-pied pour tout le monde. Bushio se demande encore où est Tora, qui veut se prendre pour Jésus. Il se met à courir sur l'eau, puis s'arrête net, sentant une étrange perturbation sous le plancher océanique. Une voix mystérieuse lui demande s'il est Tora, l'ancien roi des démons, disparu depuis 500 ans. Tora lui dit de se montrer avant qu'il ne pikachouise l'eau. La voix le supplie d'arrêter et se révèle être un vieil homme. Il lui dit qu'il a besoin de son aide pour affronter un démon sous-marin incroyablement puissant qui harcèle tous ceux qui s'approchent et se nourrit aussi bien de démons que d'humains. Tora ne se soucie de rien d'autre, mais quand le vieil homme démon lui dit que le démon est très fort, ça l'excite. Tora accepte de le combattre. Soudain, un monstre serpentin gigantesque surgit de la mer, et même Tora est choqué par la taille de la bête. Il devrait voir la taille de mon serpent, là il serait encore plus choqué. Tora essaie de pikachouiser le serpent, mais c'est en vain. La bête est enduite d'huile, un peu comme j'enduis mon serpent d'huile parfois. Vous voyez le genre. Le serpent tente de frapper Tora avec sa queue, et Tora esquive. Mais à sa grande surprise, le serpent est extrêmement agile pour sa taille, et apparaît derrière lui, essayant de le dévorer. Tora se coince immédiatement entre ses mâchoires, et tente d'empêcher le monstre de fermer sa gueule, mais échoue, le serpent décidant de l'avaler tout rond. Au dernier moment, cependant, le vieil esprit arrive, et attrape Tora, empêchant le monstre de refermer ses mâchoires. Tora lui hurle de trouver Ushio, et de l'amener ici,
car il possède la lance de la bête capable de tuer ce monstre. Le vieil esprit refuse de quitter Tora, qui est forcé de Pikachuiser l'esprit hors de la gueule du monstre et lui dit d'amener Oshio au plus vite. Mushio de son côté se promène à nouveau sur la plage quand il aperçoit le petit morveux rôder et mettre du sable dans les sacs des gens, encore une fois. Cette fois, Ushio court vers lui et lui donne une bonne claque sur la tête, ce qu'il mérite amplement. Naka, cependant, l'arrête encore une fois et lui dit que le gamin n'est qu'un enfant, et qu'il ira bien, puis elle court après le petit, qui s'enfuyait en pleurant. Un peu de temps passe. Ushio est allongé sur la plage quand il sent soudain que quelque chose ne va pas. Il court le long de la plage, puis entend une voix mystérieuse venant d'une douche de plage. Il s'arrête tout près quand le vieil esprit en émerge et lui dit que Tora est en difficulté à l'intérieur de la bête et qu'il demande de l'aide. Avant qu'il ne puisse répondre, Ino court vers lui et lui dit que Naka est en danger. Il retourne à la maison, où le vieil oncle parle à Naka au téléphone. Ushio arrache le téléphone au vieil homme et demande à Naka ce qui ne va pas. Elle lui dit qu'elle était sur un bateau avec ce petit morveux quand soudain, un monstre serpent géant les a tous deux avalés et qu'elle est actuellement à l'intérieur de la bête. Ushio lui dit de rester calme, qu'il arrive et se précipite dehors avec sa lance. Il prend un bateau à moteur, tandis que le vieil esprit le guide au fond de la mer, où il aperçoit le serpent géant. Il prend sa lance et lance une attaque sur le serpent, mais sa lance ne peut percer le corps huilé et élastique du monstre, et il rebondit. Il essaie de le poignarder encore et encore, mais tout est en vain. Il utilise une autre entaille, qui blesse le monstre, et celui-ci projette Ushio en l'air, avant de l'avaler tout entier également. Il se précipite à l'intérieur du corps du serpent, et aperçoit Tora, tenant Naka et le gamin, tout en essayant de ne pas se faire dévorer par une autre paire de mâchoires. Il s'arrête juste devant Tora, qui a sauvé Naka et le garçon d'être dévorés par la bête. Il le remercie de les avoir sauvés, mais la prise de Tora se relâche, et il commence à tomber. Heureusement, Ushio plante sa lance à l'intérieur de la bête, et les retient tous, mais Naka a perdu connaissance, et est sur le point de glisser. Heureusement, Ushio a réussi à convaincre le petit morveux de saisir la main de Naka pour l'empêcher de tomber. Un problème surgit cependant quand Ushio perd prise de la lance et commence à tomber dans les mâchoires de la bête. Soudain, la lance prend vie et file à une vitesse incroyable, se plantant dans l'œil de la bête. Toro vole dans les airs en les retenant tous, tandis que Lucio attrape la lance avant de dire à Toro qu'ils vont faire un combo. Toro recommence à Pikachuiser, pendant que Lucio utilise sa lance pour éventrer la bête, leur permettant de s'échapper, tous sains et saufs. Le lendemain, ils attendent tous sur le quai, quand Naka commence à demander à Oshio si c'est lui qui l'a sauvée, car elle ne se souvient de rien, ayant heurté sa tête. Lucio lui dit qu'elle a dû l'imaginer, et qu'il l'a juste trouvée sur la plage avec le garçon. Le petit morveux arrive aussi à la gare pour lui dire de ne pas partir. Mais Ushio répond qu'ils vont juste chercher des cigarettes et qu'ils reviendront. C'est sûr. Ushio rentre chez lui, mais une pensée le taraude constamment depuis qu'il a rencontré ce petit gamin sur la plage. La mère d'Ushio est morte quand il était très jeune, mais il n'a jamais posé de questions à son sujet, et son père ne lui a jamais rien dit non plus. Il va voir son père et commence directement à lui poser des questions sur sa propre mère. Son père semble éviter le sujet, ce qui les mène à une petite dispute avant qu'il ne parte répondre à un appel téléphonique. Dès qu'il essaie de vérifier où est son père, il réalise que celui-ci tente de s'enfuir à nouveau. Wuxio et Toro courent tous deux après lui, mais il s'échappe avant qu'il ne puisse le rattraper. Ce soir-là, Wuxio emmène Tora visiter la tombe de sa mère et déclare que c'est la première fois qu'il vient ici. Il ne sait même pas si elle est enterrée là, ou si tout cela n'était qu'un mensonge inventé par son père. Il reste là un moment avant que Tora ne lui dise qu'il a faim, et il retourne chez eux. Wuxio s'assied et commence à utiliser sa lance massive comme poids pour cuire ses nouilles instantanées, pendant que Tora dévore sa saucisse. Dans le chaos qui s'ensuit, la tasse tombe et il se met vite à nettoyer sa lance. Soudain, son père entre dans la pièce, remarque qu'il a utilisé la lance pour des tâches quotidiennes comme ouvrir des saucisses, et se met en colère contre lui avant de commencer à vénérer la lance. Il rend la lance à Ushio avant de lui dire qu'ils parleront de sa mère après le dîner. Après le repas, il s'assoit là-haut sur la véranda, regardant la pluie, quand son père lui jette simplement une enveloppe pleine d'argent et lui dit de la garder. Ushio enrage, pensant que son père lui dit d'oublier sa mère en le soudoyant avec de l'argent, et finit par le frapper. Son père lui dit que l'argent n'était pas un pot de vin, mais juste pour qu'il le dépense. S'il veut connaître la vérité sur sa mère et savoir si elle est vivante ou non, il doit partir en voyage. Il enfile ensuite un uniforme de karaté avant de dire à Ushio qu'il est l'un des chasseurs de démons, travaillant pour un culte religieux qui extermine les démons de la Terre depuis des milliers d'années. Avant qu'Ushio ne puisse assimiler cette information, il lui dit que le chef de son culte a jugé Tora comme un démon à exterminer. Il va donc combattre Tora, tandis qu'Ushio devrait partir à la recherche de la vérité sur sa mère.
Bashio est toujours sous le choc de cette révélation, tandis que Tora, toujours avide de combat, accepte. Il se dirige vers la cour. Il s'engage dans une confrontation, tandis qu'Ushio regarde, désespéré, ne sachant que faire, alors que son père commence à réciter des sorts pour exterminer Tora. Tora semble aussi sur les nerfs. Ils se précipitent l'un sur l'autre, attaquant en une fraction de seconde, jaugeant la force de l'autre avant que Tora n'essaie de Pikachuiser le vieux moine et que celui-ci ne lui lance un shuriken. Wuxio n'arrête pas de leur crier d'arrêter comme un gamin pleurnichard, tandis qu'ils reconnaissent pour la force de l'autre et reprennent le combat, se frappant de toute leur force avec l'intention de tuer. Wuxio court entre eux et leur dit d'arrêter, mais il est complètement ignoré alors qu'ils continuent de se battre au-dessus de lui. Bushi-O essaie de se relever, mais est projeté par eux, alors qu'il les regarde se battre comme deux bêtes assoiffées de sang. Il tente une fois de plus de s'interposer, mais est frappé par une attaque perdue et projeté à nouveau. Cette fois, cependant, il se met en colère et attrape sa lance avant de couper le bâton de son père en deux et de faire flipper Tora avant de le frapper à la tête avec le côté plat de la lance. Il frappe ensuite son père qui bloque son attaque, mais est forcé de reculer. Ushio lui dit qu'il ne peut pas le laisser tuer Tora, car il peut le garder sous contrôle. Son père sourit et dit qu'il n'a jamais eu l'intention de le tuer et voulait seulement vérifier si Ushio était assez homme pour intervenir et prendre le contrôle de la situation, et il a réussi le test. Il révèle qu'il avait pour mission d'évaluer si Tora est toujours une bête sans cervelle qui tuera quiconque se mettra en travers de son chemin, ou si Ushio l'a réellement apprivoisé. Si Bushiol ne l'avait pas apprivoisé, son père aurait été forcé de les éliminer tous les deux. Soudain, Mushio réalise qu'ils sont entourés d'un groupe de figures encapuchonnées, alors que son père leur annonce qu'il ne considère ni Mushio ni Tora comme une menace, et qu'ils peuvent utiliser leurs capacités pour tuer des démons. Les hommes, cependant, ne semblent pas prendre cette nouvelle très bien, et l'un d'eux bondit pour attaquer Tora. Le père d'Ushu, cependant, intervient et bloque l'attaque, tout en leur disant de reculer, car c'était son devoir d'évaluer les deux seuls. Son père lui dit de prendre la lance, et Tora, et de trouver sa mère, tandis que les hommes commencent à l'attaquer. Il réfléchit un instant avant de tenir bon, affirmant qu'il ne le laisserait jamais seul dans une situation pareille. Il se lance dans une grande bagarre, où l'un des prêtres tente de sceller Tora, mais sa force incroyable choque le prêtre. Même après avoir utilisé le sort de scellement le plus puissant, Tora parvient à marcher vers lui, avant de le repousser d'un coup de poing. L'un des prêtres capture son père dans une cage de lumière, et Ushio tente d'attaquer le prêtre, mais est frappé par un bâton et tombe inconscient au sol. Quand il se réveille, il trouve Tora et son père le regardant, lui disant qu'ils ont vaincu tous les autres prêtres et que Tora n'a tué personne. Busso dit à son père qu'il ne peut pas le laisser à ce stade, car ces types pourraient revenir pour se venger. Mais son père lui dit d'aller trouver sa mère, car il peut gérer ses hommes seul, facilement. Le lendemain matin, Wushio fait ses bagages et part en voyage avec Tora pour découvrir les secrets de sa mère et où elle se trouve. Wushio arrive à l'aéroport avec Tora, qui n'a jamais vu d'avion et est follement excité à l'idée d'en approcher un. Le concept d'humain volant est incroyable pour lui, et il semble trop impatient de voir comment ces engins fonctionnent. Wuxio est simplement assis sur son siège quand il entend un homme parler à une fille, s'excusant pour la mort de son père et affirmant que c'était un démon qui en était la cause. La fille, cependant, se met en colère contre lui et lui dit que ce n'est pas parce qu'elle est une enfant qu'elle va croire tout ce qui sort de sa stupide bouche. Apparemment, son père était pilote, et lors de son dernier vol, son avion s'est écrasé, après avoir failli entrer en collision avec un autre jet, qui était bombardé par cet homme en costume noir qui connaissait son père. Elle le blâme de la mort de son père à cause de cela. Cela intéresse Lucio, qui demande à Tora s'il connaît des démons qui se trouvent dans l'air. Tora répond qu'il existe un démon appelé Fusu, qui réside dans l'air et descend au sol quand il veut manger des humains. Mais si les humains se livrent eux-mêmes dans les airs, cela signifie qu'il n'a plus besoin de descendre. Il dit aussi à Ushio qu'il a déjà combattu Fusumu, et que ce démon est un sacré coquin. Il est entièrement fait de gelée, et les attaques physiques sont la plupart du temps inutiles contre lui. Même l'attaque Pikachu de Toro ne fait rien. La seule chose qui semble fonctionner sur lui, ce sont d'énormes quantités de feu. Il commence à embarquer, et, tel un petit malin, Ushio suit la fille et s'assied à côté d'elle avant d'engager la conversation. Le vol commence à bouger, et il remarque que la fille semble effrayée. Alors, sans demander, il lui prend la main. Parce que soyons honnêtes, qui a besoin de consentement quand on a peur ensemble? La fille semble surprise, mais il commence à dire que lui aussi a peur, et que c'est mieux s'ils ont peur à deux. Quel ringard celui-là! Toro, de son côté, semble passer le meilleur moment de sa vie, regardant par la fenêtre. Un peu de temps passe, et la fille, qui s'appelle Yuyu, finit par s'endormir. L'homme en costume noir s'approche, et la couvre d'une couverture, avant de s'asseoir à côté d'Ushio, lui disant qu'Ushio pourrait penser qu'il ment, mais qu'il a bel et bien vu le monstre. Ushio affirme qu'il a été élevé dans un foyer religieux, et qu'il croit à son histoire, aussi farfelue qu'elle puisse paraître. Il s'assoit en silence, quand soudain l'homme se lève et affirme qu'il ressent une étrange pression, celle qu'il a ressentie le jour où il a vu ce monstre. Et soudain, l'avion commence à trembler bizarrement,
et dès qu'ils regardent par la fenêtre, ils aperçoivent un monstre de morve verte bizarre et mal rendu engloutissant tout l'avion. L'avion commence à perdre de l'altitude à une vitesse très rapide, quand Toro s'approche de lui et lui dit de sortir sa lance. Ushio lui dit que la lance est dans le compartiment à bagages, mais Toro lui répond que ce n'est pas une lance normale, et que s'il l'appelle, elle apparaîtra dans ses mains. Bushio se concentre sur la lance, et elle surgit à travers le plancher, directement dans ses mains. L'homme en costume se précipite vers le cockpit et défonce la porte pour constater qu'il n'y a pas de pilote. Il s'assied rapidement et commence à naviguer l'avion tout en demandant de l'aide à l'armée de l'air. L'armée de l'air, cependant, refuse ces requêtes car ils ne voient rien d'étrange sur leur radar. Buceo dit à Toro de sortir de l'avion et de démolir Fuzumu, mais Toro affirme qu'il n'est pas d'humeur à se battre et qu'il est là juste pour des vacances. Busso commence à courir après Toro avant de le piquer par derrière et de le forcer à monter sur l'avion pour combattre Fuzumu. Toro entame son duel contre le monstre de morve et utilise son souffle ardent pour le repousser un peu, ce qui suffit à permettre au pilote de reprendre le contrôle du vol. Toro essaie de combattre le monstre de morve, mais ses coups de poing sont inutiles, et son feu n'est pas suffisant pour désintégrer complètement le monstre. Ushio court dans le cockpit et dit au pilote qu'ils ont besoin de beaucoup de feu pour vaincre ce monstre. Mais le pilote répond que l'armée de l'air refuse d'aider car il ne voit rien sur le radar. Toro apparaît devant eux et dit à Ushio qu'il va immobiliser le monstre. Et pendant ce temps, il doit poignarder le monstre à travers le toit, puis il s'en va. Ushio retourne rapidement à l'intérieur de l'avion et attend le signal de Toro, quand soudain, Yu s'approche de lui et lui dit qu'elle veut en faire partie. Quelle femme stupide! Ushio la regarde et accepte. Quel homme stupide! Ils se mettent tous les deux en position, alors que Toro parvient d'une manière ou d'une autre à immobiliser le monstre avant de donner le signal à Ushio, qui enfonce l'arme à travers le toit de l'avion, poignardant le monstre et le blessant gravement. Le monstre perd son sang-froid et finit par se révéler sur le radar, ce qui entraîne l'appel de l'armée de l'air. Ils confirment la présence de ce monstre, mais disent au pilote que le monstre est trop proche de l'avion et que s'il tire des missiles dessus, tout l'avion s'écraserait. Wuxio court rapidement dans le cockpit et dit à Tora de l'emmener sur le toit de l'avion, et ils décident tous les deux de s'occuper de ce monstre ensemble. Ils courent pour vers le monstre, mais sont arrêtés quand il les attrape tous les deux dans ses mains couvertes de morve. Bushio, cependant, frappe avec l'aide de sa lance, et aux côtés de Tora, il parvient à lui couper les membres, libérant l'avion de son emprise. L'armée de l'air décide que c'est le bon moment pour intervenir, et lance un missile sur le monstre, le tuant immédiatement. Les problèmes n'ont pas encore disparu, car le pilote informe Bushio que les trains d'atterrissage arrière sont cassés, et qu'il n'y a aucun moyen d'atterrir en toute sécurité dans ces conditions. Bushio dit immédiatement à Toro de sortir et de soulever l'avion, ce qu'il fait, assurant un atterrissage en douceur, alors qu'ils décident de tous deux de descendre et de suivre leur propre chemin. Bushio va dans une cabine d'essayage pour essayer des vêtements quand il réalise qu'il semble avoir perdu l'argent que son père lui a donné. Si j'étais son père, je serais définitivement parti faire une dernière course aux cigarettes. Toro semble désintéressé et demande à Ushio pourquoi est-ce important. Qu'ils aient de l'argent ou non, mais Ushio sait que ce monde est rempli de porcs capitalistes américains. Et lui, il croit au socialisme. Ils sortent enfin pour essayer de trouver un poste de police afin de déposer une plainte, quand soudain, un groupe de personnes semble avoir une mystérieuse coupure quelque part sur leur corps. Ushio semble confus, mais regarde autour de lui et voit un petit tourbillon dans le coin. Mais Tora lui dit immédiatement d'être sur ses gardes, un grand animal, car ce n'est pas un chien, petit diable de attaque poussière, Ushio, dont la lance mais un bouge démon. d'elle-même pour bloquer l'attaque. Mais la créature l'attaque à nouveau, le coupant plusieurs fois sur tout le corps, ce qui l'enrage. Il se transforme en sa version badass et coupe la lame du démon avant de le plaquer au sol et de menacer de le tuer. Soudain, une voix derrière lui dit d'arrêter. Il se retourne et aperçoit une belle dame vêtue de spandex rouge, allongée sur le sol, le suppliant de ne pas tuer le démon et de les écouter. Tora lui dit qu'ils auraient pu le tuer s'ils l'avaient voulu, et qu'ils testaient juste s'il possédait la lance de la bête ou non. Ils prennent un train ensemble et atteignent un petit chalet au fond des montagnes, où ils se présentent tous deux comme des frères et sœurs, membres d'une ancienne race de démons, et ont des requêtes pour lui. Bushio semble confus, mais ils s'inclinent soudainement jusqu'au sol et lui disent qu'ils veulent qu'il tue leur frère Juro. Il est choqué par cette déclaration et les réprimande d'avoir même pensé à tuer leur propre sang, et qu'il n'est pas un tueur à gages qu'on pourrait engager pour tuer des démons au gré de n'importe qui. Il attrape sa lance et dit à Toro qu'ils partent, mais soudain, l'un des démons jette une main coupée devant lui, lui disant qu'elle appartient à un humain d'un village voisin, tué par leur frère Jiro, et si Ushio ne l'arrête pas, il continuera à tuer encore plus d'humains. La femme emmène Tora dehors, tandis que l'homme commence à donner à Ushio le contexte nécessaire. Il lui dit que leur race de démons habite les collines et les forêts denses depuis des siècles, et n'a à la base aucune mauvaise intention envers les humains. Ils préfèrent se cacher et vivre en paix, mais ces derniers temps,
les humains ont commencé à envahir leur territoire. Ils ont mis au point une stratégie. Ils restent par groupe de 3, et si un humain s'approche, l'un le distrait, un autre lui inflige une petite coupure, et le troisième démon se précipite pour le soigner avec leur potion spéciale, tout ça en un clin d'œil, avant même que vous ayez le temps de dire « Ouf !» Les humains ne sont absolument pas blessés, mais ça les effraie et les éloigne, leur faisant croire que des fantômes hantent les lieux. Ils lui révèlent aussi que, dans leur race, une loi interdit de tuer un humain sans provocation ni raison, mais depuis quelque temps, Juro ignore totalement cette règle sacrée et se déchaîne, massacrant des humains à tour de bras, sans la moindre pitié. Il plonge son regard dans celui d'Ushio, et d'un ton très grave, lui demande s'il accepterait de tuer Juro pour eux, car ils ne peuvent se résoudre à faire du mal à leur propre frère. À ce moment précis, les oreilles d'Ushio se mettent à siffler, sa lance s'anime d'elle-même, et soudain, un mur est déchiqueté. Un jeune homme, l'air un peu gothique, apparaît, appelant l'autre son frère. Il est là pour faire ses adieux, car il compte désormais agir seul et tuer un maximum d'humains. Le jeune homme rappelle à Juro que tuer des humains est illégal. Juro lui rétorque que ce sont les humains qui ont commencé. Tout ce qu'il voulait, c'était vivre en paix, sans être dérangé, mais ce sont toujours les humains qui envahissent leur territoire, les forçant à quitter leur foyer et à en trouver de nouveaux, encore et encore. Mais maintenant, il veut que ça change. Il va insuffler une telle terreur aux humains qu'ils n'oseront même plus penser à étendre leur territoire. Il arrache sa peau humaine, déclarant qu'il ne reprendra plus jamais forme humaine. Soudain, il fixe Ushio, sentant la puissance de la lance légendaire émaner de lui. Il devient fou de rage, hurlant sur ses frères et sœurs, leur demandant s'ils le veulent à ce point mort, pour qu'ils aillent chercher l'aide d'un humain. Bushio, fidèle à lui-même, fonce sur lui avec sa lance, toujours en colère. Mais Juro, d'un seul coup de lame, blesse mortellement Ushio, qui s'effondre simplement au sol, inerte et sans souffle. La lance s'envole seule et attaque Juro, mais il parvient à la bloquer juste à temps pour porter le coup fatal à Ushio. C'est alors que Tora lui lance un de ses bras sectionnés en plein torse, le surprenant et l'arrêtant net dans son élan. Juro se retourne et voit Tora, qui lui hurle qu'Ushio est sa nourriture et que personne d'autre que lui ne peut le tuer. Juro, effrayé par cette énorme bête, s'enfuit. Tora s'approche d'Ushio et lui dit qu'il devrait juste partir pour Hokkaido retrouver sa mère, mais il réalise qu'il est toujours complètement inanimé, un peu mort quoi. Il le secoue, furieux qu'il soit mort si facilement. Soudain, la femme nommée Kagare lui dit que les blessures infligées par un démon de leur race ne peuvent être soignées qu'avec un remède spécial. Elle le tend à Tora, qui l'utilise sur Ushio, lui sauvant ainsi la vie. Ushio se réveille aussitôt en haletant et dit à Tora que Juro n'a que de la haine en lui et qu'il tuera tout humain qu'il verra s'il le laisse seul. Il se tourne vers les frères et sœurs, leur demande où Juro est parti et se précipite dehors. Mais il remarque soudain que Tora semble avoir perdu un bras et s'inquiète pour lui fabriquant même une attelle pour tenter de le soigner. Ils sortent tous et se mettent à courir vers un chantier de construction, où Juro attend le début de la nouvelle équipe pour pouvoir tuer tous les ouvriers. Ils atteignent une clairière vide et cherchent Juro, quand soudain Ushio est attaqué par un Juro furieux, enragé que Kagari ait soigné l'humain. Bushio esquive, et les deux frères et sœurs de Juro tentent de l'arrêter, mais il est trop fort et les attaque aussi, les repoussant. Ushio court vers lui, saute en l'air pour l'attaquer, et parvient à transpercer sa défense avec sa lance, frappant et blessant Juro. Juro grimpe aussitôt sur une falaise et en coupe le bord, faisant s'effondrer une énorme masse rocheuse sur Ushio et les autres. Heureusement, Ushio était dans sa forme surpuissante, et avec Tora, il parvient à retenir le rocher, les empêchant d'être écrasés. Malheureusement, les deux frères et sœurs se retrouvent coincés sous le camion, qui commence à fuir de l'huile, les rendant incapables de bouger. Ushio hurle rapidement à Tora de lâcher le rocher et d'aider les frères et sœurs à s'échapper, car l'huile pourrait prendre feu, provoquant une explosion. Au début, Tora hésite à les aider, mais après qu'Ushio les suppliait, il décide de leur venir en aide et se déplace pour tenter de soulever le camion, avant qu'il ne les envoie ad patresse dans un autre monde. Juro descend pour finir le travail, mais il remarque qu'Ushio et Tora aident ses frères et sœurs, ce qui le touche un peu. Puis Ushio débite un tas de blabla moralisateurs, que je ne vais pas vous retranscrire, ce qui pousse Juro à reconsidérer ses choix. Soudain, les ouvriers de la nouvelle équipe arrivent sur les lieux, et après avoir jeté un œil à Juro, le prennent pour une sorte d'animal et commencent à lui jeter des pierres. Juro regarde autour de lui furieux, jurant de tous les tuer, ce qui les fait tous fuir. Mais l'un des ouvriers fumait une cigarette, et ça finit par mettre le feu à l'essence du camion. Juro était sur le point de poursuivre les humains quand Tora lui hurle de les aider à sauver ses frères et sœurs. Après un moment d'hésitation, Juro court vers Tora, essayant de soulever le camion. Cependant, le camion semble être vraiment trop lourd, et ne bouge pas du tout, ce qui fait hurler Ushio à l'aide. Les cris à l'aide se multiplient, certains ouvriers du chantier finissent par courir vers l'épave en feu, et les aident à soulever le camion des frères et sœurs, les sauvant. Tous observent l'explosion, tandis qu'Ushio pense que Juro a peut-être changé d'avis.
Il commence à lui demander de donner une autre chance aux humains, et qu'il leur trouvera personnellement un endroit où vivre, s'assurant que les humains les laisseront tranquilles. Un instant, Juro semble avoir changé, mais soudain, il se jette sur Ushio, tentant de l'attaquer. Ushio utilise alors sa lance pour poignarder Juro en plein cœur, le tuant sur le coup. Après cette rencontre désagréable avec Juro, Ushio était perturbé et aussi physiquement blessé. Alors, les frères et sœurs lui ont montré l'emplacement d'une source chaude secrète, aux propriétés curatives, censée éliminer toutes les blessures et maladies qui pourraient vous affliger. Tous deux semblent apprécier le bain chaud quand soudain Ushio entend une fille chanter d'une voix magnifique, ce qui le pousse à enquêter. Cependant, elle est effrayée et s'enfuit de la source, rendant Ushio honteux d'avoir fait peur à la jeune fille. Tora ne comprend pas pourquoi il devrait être contrarié par ça. Il dit à Ushio qu'il a ressenti une drôle d'ambiance émanant de la fille, et qu'il pense qu'elle n'est pas une humaine normale. Ushio le rejette, disant qu'il est juste trop méfiant envers les humains. Plus tard ce jour-là, ils retournent tous les deux en ville pour prendre un bus et partir pour Hokkaido. C'est alors qu'Ushio remarque soudain la même fille marchant près du trottoir, mais elle semble perdre l'équilibre et manque de se faire percuter par le camion. Mais une fois de plus, Ushio arrive à la rescousse et la pousse hors de danger. La jeune fille semble avoir perdu connaissance, et l'une des dames d'un magasin voisin lui dit que cette fille s'appelle Saya et qu'elle appartient à la famille du propriétaire le plus riche de cette ville, avant de pointer du doigt un gigantesque manoir au sommet des collines. Ushio décide de prendre Saya sur son dos et commence à la porter jusqu'à la colline. Tora le traite de grand chevalier servant, car la seule raison pour laquelle il fait ça, c'est qu'il aime la fille. Mais comme tous les canards du monde, Ushio est tombé dans un gouffre de niaiserie dont il ne pourra jamais se remettre. Pendant qu'il la porte, elle se réveille et s'excuse de le déranger, mais lui dit qu'elle essayait de le trouver en ville. Cela surprend Ushio, car il la rencontre en fait pour la première fois. Elle lui dit qu'elle peut marcher, mais alors qu'Ushio la dépose, elle se retourne et aperçoit Tora devant elle. Elle est un peu décontenancée, et cela surprend à la fois Ushio et Tora, car tout le monde ne peut pas voir les démons, à moins qu'ils ne décident aussi de se révéler. Elle révèle qu'elle vient d'une longue lignée de personnes qui ont œuvré pour combler le fossé de communication entre humains et démons, et qui tentent d'arrêter le conflit entre eux. Ils croient en effet que si seulement humains et démons pouvaient les communiquer, ils pourraient vivre plus paisiblement ensemble. Elle essaie de marcher, mais commence à trébucher à nouveau à cause de vertige, ce qui pousse Ushio à la porter de nouveau, alors qu'il court jusqu'à sa maison sur la colline. Il entre chez elle et s'assied dans une pièce avec elle, quand soudain son père et sa grand-mère entrent dans la pièce, l'air furieux. Il lui hurle dessus pour être sortie de la maison alors qu'elle sait qu'elle est invalide et ne peut pas se débrouiller seule. Il commence aussi à la réprimander, lui disant qu'elle n'est bonne qu'à causer des problèmes et qu'elle devrait simplement rester enfermée à la maison comme un animal car c'est ce qu'elle mérite. Cela met Ushio en rage, qui commence à répliquer à son père, lui disant qu'il est gros et laid. Le père se met aussi en colère, et juste au moment où il semblait qu'ils allaient en venir aux mains, Saya les arrête et supplie son père de lui accorder 30 minutes pour parler à Ushio. Après ça, elle ne sortira plus, et il accepte avant de partir. Ushio bouillonnait encore à cause de son père et lui demande comment elle peut simplement supporter tous ces abus. Mais elle commence à parler de trucs woke sur le patriarcat, quand Ushio lui dit de se taire et de lui expliquer pourquoi elle a été amenée ici. Elle lui répond qu'il y a des siècles, l'un des ancêtres de son père a capturé une déesse dans leur maison et l'a enfermée dans une pièce avec un tas de sorts. La déesse est réputée pour être un charme très prospère, car quiconque a sa bénédiction aura toutes les richesses qu'il désire. Leurs ancêtres l'ont donc simplement emprisonnée pour continuer à recevoir ses faveurs. Ça, c'est ce que j'appelle un coup de maître. Ushio commence à la suivre tandis qu'elle lui explique que sa lignée maternelle est une lignée de femmes très faibles, affligées de nombreuses maladies, ce qui les rend fragiles. Quand elle était enfant, et que sa mère était sur son lit de mort, elle lui a expliqué qu'elle devait continuer à communiquer avec la déesse, pour qu'elle ne se lasse pas ou ne s'attriste pas. Elle ouvre ensuite une pièce, et ils entrent tous pour la trouver couverte de charmes et de sorts, et derrière, une jeune fille d'apparence chinoise assise sur le sol. Saya s'avance et s'assied à côté de la jeune fille mouche chinoise, qui lui demande si c'est le garçon à la lance bestiale. Elle regarde ensuite Tora, et le salue, car elle semble le connaître. Elle est cependant confuse de le voir voyager aux côtés d'un humain, alors qu'il est censé être le roi des démons, celui que tout le monde craint. Tora lui dit que c'est une longue histoire et qu'il ne va pas perdre son temps à lui parler. Il lui demande ce qu'elle veut d'eux. Elle leur répond qu'elle veut qu'ils détruisent la barrière qui la retient prisonnière. Elle dit à Ushio que cette barrière est faite d'enchantements extrêmement puissants et que la seule façon de la briser est d'utiliser la lance bestiale, qui est liée à un utilisateur qu'elle reconnaît. Tora la regarde et lui demande si elle sait ce qui se passera si la barrière se brise, et elle répond que oui. Ushio et Saya semblent tous deux confus, alors Tora précise qu'une fois la barrière brisée, une énorme quantité d'énergie sera libérée d'un coup, ce qui détruira très probablement la déesse pour de bon. Saya est choquée par cette nouvelle et leur dit qu'elle n'en avait aucune idée.
La jeune fille chinoise lui dit que c'est une bonne chose pour elles deux, mais Saya refuse d'être d'accord. Soudain, le père de Saya entre dans la pièce, réalisant ce qu'il faisait, et attaque immédiatement Ushio, qui bloque l'attaque avec sa lance. L'homme l'attaque à nouveau, mais cette fois, il s'écarte simplement avant de lui donner une petite tape sur les fesses, ce qui est plutôt inattendu. Ushio passe à l'offensive, tandis que l'homme tente de se défendre contre ses attaques. Tora décide d'essayer d'électrocuter la barrière, mais ça ne fonctionne pas. La jeune fille chinoise supplie Ushio une fois de plus de détruire la barrière, et cette fois, Ushio repousse l'homme avant de courir vers la barrière. Étonnamment, cependant, il est arrêté quand Saya se place devant lui et lui dit qu'elle ne peut pas le laisser détruire la barrière, car cela tuerait la jeune fille chinoise. Avant qu'Ushio ne puisse décider quoi faire, les gardes du corps de la maison se précipitent sur lui et l'attrapent. Pendant que l'homme essaie de le tuer avec son épée, Tora arrive à la rescousse, brisant l'épée en deux, avant de se propulser à travers la barrière, tout en essayant de créer une couche d'électricité autour de lui pour tenter de le protéger de la barrière. Il arrive à mi-chemin à l'intérieur de la barrière et hurle à Ushio de la détruire pendant qu'il protège la jeune fille chinoise. Mais Ushio, le grand chevalier servant, lui dit que c'est la décision de Saya. Tora lui dit de jouer l'épreux chevalier plus tard, car il est en train de se blesser, mais Ushio reste ferme et lui dit que seul Saya peut prendre une décision. Saya est une encore plus grande tête en l'air qui continue de réfléchir à ce qu'il faut faire alors que Tora lui a déjà dit qu'il protégerait la jeune fille chinoise de l'explosion. Finalement, Ushio décide de briser le seau et tranche le charme en deux, libérant la déesse. Cependant, dès qu'il fait cela, une énorme explosion se produit, mais Tora protège la déesse et Ushio protège Saya. Quand la poussière retombe, il voit que toute la maison a été démolie et que la déesse est remontée en toute sécurité vers les cieux, là où est sa place. Ensuite, Ushio et Tora repartent pour continuer leur voyage après une dernière discussion avec Saya, qui dit à Ushio qu'elle sera forte désormais et prendra son destin en main. On ne peut pas être très forte avec de l'anémie et des problèmes cardiaques, alors je pense qu'elle raconte des salades. Ushio et Tora décident sans de rester une nuit de plus avec les frères et sœurs canins, car ils ont raté leur bus à cause de Saya. Le soir, après le dîner, Ushio sort près de l'étang pour se détendre. Mais en fixant l'eau calme et noire, elle se met soudain à vibrer, et une vision apparaît à l'intérieur de l'eau, dans laquelle il voit Naka, tenant un miroir et pleurant. Le nom d'Ino encore et encore, avec un regard horrifié. Avant même qu'Ushio ne puisse comprendre ce qui se passait, la vision disparut de la surface de l'étang, le laissant complètement déconcerté. Il se précipite dans la pièce, totalement secoué, et demande à Tora s'il connaît des démons miroirs avant de lui raconter ce qu'il vient de voir. Tora dit qu'il n'en a aucune idée, mais les frères et sœurs d'Abby lui disent qu'ils connaissent un expert en miroir et qu'ils peuvent le conduire jusqu'au démon. Ushio accepte immédiatement, et même Tora les suit. Bientôt, ils escaladent une montagne dangereuse avant d'atteindre une sombre grotte. Les frères et sœurs appellent le démon et s'identifient, affirmant qu'ils sont venus en paix. Bientôt, une chose brillante émerge de la grotte, qui s'avère être un démon qui ressemble littéralement à un miroir. Il salue les frères et sœurs et commence à leur parler quand soudain, il se met à trembler et commente que quelque chose semble clocher. Il ressent une puissance écrasante près de lui, puis il remarque soudain Ushio debout derrière eux avec la lance bestiale, ce qui effraie tellement le démon qu'il se met à courir pour retourner dans la grotte. Les frères et sœurs essaient de lui dire qu'Ushio ne tue pas sans discernement et ne s'en prend qu'aux démons qui causent des problèmes. Mais le démon miroir est un vrai peureux, il n'est pas prêt à les écouter et continue de courir à l'intérieur quand il est soudainement attrapé par Tora, qu'il reconnaît immédiatement et qui l'effraie encore plus. Tora lui dit qu'il n'est pas là pour perdre son temps et le menace de leur dire tout ce qu'il sait. Finalement, le démon s'exécute et leur dit qu'il va essayer de leur montrer ce qui s'est passé, un peu comme en mode incognito. Son corps se transforme en écran de télévision et il regarde Maka et Ino revenir de l'école avec plein de nourriture et de snacks, car elles veulent faire une soirée pyjama. Elles s'amusent beaucoup, mais après un moment, elles s'assoient pour discuter, quand soudain, un miroir antique que le père Dino a acheté récemment se met à vibrer. Avant qu'elle ne puisse réagir, un démon géant en jaillit, visant à capturer Naka. Mais Ino la pousse hors du chemin, et se fait attraper à sa place par le démon qui l'entraîne à l'intérieur du miroir. Ushio devient extrêmement en colère et se transforme en sa forme bestiale avant de dire au miroir de les transporter chez Ino. Le miroir, effrayé, s'exécute mais leur dit qu'ils ne peuvent pas rester longtemps à l'intérieur, sinon ils seront piégés pour toujours. Après avoir entendu cela, ils sautent à l'intérieur de son corps et ressortent de l'autre côté chez Ino, où ils trouvent Naka, toujours en pleurs. Ils demandent immédiatement à une Naka désemparée où se trouve le miroir, et dès qu'elle leur dit, ils sautent à l'intérieur. Mais l'idiote de Naka saute aussi avec eux, comme une parfaite troisième roue du carrosse. Ils voyagent à l'intérieur du ventre de la bête, où ils aperçoivent enfin le monstre, au milieu de magnifiques nuages. Il a toujours le monstre leur lance un tas de sangsues d'apparence effrayante qui se collent au corps de Tora. Enrage. Mais il utilise sa force pour s'en débarrasser avant de voler vers le monstre. Toute vitesse. Ils foncent à travers le monstre et d'une seule attaque, Ushio le tranche en deux,
le tuant immédiatement avant de saisir Ino et de se précipiter hors du miroir. L'effort de l'aventure a assommé Naka et Ino, qui ont ensuite été portés par Tora et Ushio. Ils les ont déposés sur le sol avant de quitter les lieux. Ushio et Tora font leurs derniers adieux aux frères et sœurs canins avant de quitter leur maison pour se rendre à l'arrêt de bus. Ushio dit à Tora de simplement le porter et de sauter d'un arrêt de bus à l'autre, mais Tora veut voyager en bus à nouveau, car il ne l'a jamais vraiment fait auparavant. Il monte dans le bus, et Tora est fou de joie, il joue et s'amuse. Mais au bout de 5 minutes, il s'ennuie et commence à embêter Ushio, en lui disant de faire aller le bus plus vite. Soudain, il se tait complètement. Ushio le regarde et lui demande si quelque chose ne va pas. Mais Tora lui dit simplement de se concentrer. Et soudain, les lances se mettent à résonner très violemment. Tora lui dit qu'il sent un tas de démons dans cette zone, et tous semblent avoir un compte à régler avec lui et sont extrêmement en colère. Ushio est surpris et demande à Tora pourquoi il le haïrait. Mais Tora répond qu'il a tué plusieurs monstres, et c'est peut-être pour ça qu'ils sont en colère. Le bus continue d'avancer, et Tora sent encore plus de démons, et tous débordent de haine pour Ushio. Soudain, un démon ressemblant à un écureuil volant brise le pare-brise du bus et frappe le conducteur à la tête, le tuant sur le coup. Il fonce ensuite droit sur Ushio, qui sort immédiatement sa lance et esquive l'attaque. Le bus devient incontrôlable et percute la glissière de sécurité avant de commencer à tomber de la falaise. Le démon revient à l'attaque, mais cette fois, Ushio le tranche en deux et atterrit sur le sol, avec Tora, alors qu'il regarde en bas comment le bus envoie tant de gens dans l'au-delà d'un seul coup. Avant qu'ils ne puissent aller comprendre ce qui se passe, des centaines de monstres commencent à sortir du bord de la route, coinçant Ushio et Tora. Ils commencent à se frayer un chemin à travers les monstres, les tuant un par un, mais ils sont encore bien trop nombreux pour eux. Tora semble complètement déchaîné et dit à Ushio qu'il n'a pas combattu autant d'adversaires depuis longtemps. Ushio, cependant, craint que la bataille n'entraîne davantage de victimes humaines. Alors il dit à Tora qu'ils doivent déplacer le combat dans les forêts. Il se précipite dans la végétation dense et continue de courir quand soudain, un démon surgit du sol, attrape la jambe d'Ushio et lui jure qu'il les tuera, lui et sa mère. Soudain, des centaines de monstres réapparaissent autour d'eux et l'attaquent. Tora tente de le sauver, mais un monstre géant, une sorte de gorille blanc idiot, l'arrête. Il se moque de Tora qui essaie de sauver un humain, le traitant de minable. Alors que tout semblait mal tourner, la lance prend vie, tranche les démons, puis traîne Ushio hors de la jungle, ne s'arrêtant que près d'un lac. Il est encore sous le choc, ne comprenant rien quand l'essence d'araignée de sa lance picote à nouveau et il se remet en position défensive. Il hurle au monstre de se montrer quand une voix timide lui demande grâce, assurant qu'il ne veut aucun mal. Ushio lui ordonne de se révéler et le monstre sort de l'eau. Ce monstre est un kappa, généralement inoffensif et farceur avec les humains. Le monstre s'approche d'Ushio blessé, qui lui demande « Kappa, pourquoi ces monstres essaient-ils de me tuer ?» Est-ce parce qu'il a tué leur frère ? Kappa est surpris qu'Ushio ignore pourquoi les monstres le poursuivent et lui dit que c'est à cause de sa mère. Kappa révèle qu'Ushio est célèbre parmi tous les démons du Japon, car il est le fils de la femme qui a sauvé le monstre le plus dangereux de tous les temps. Kappa lui raconte qu'il y a des milliers d'années, une jeune fille arriva en bateau de Chine, mais cette image n'était qu'une façade, car sa véritable identité était celle d'un démon, nommé Akumen. Il était le plus fort et le plus ancien de tous, si incroyablement puissant que personne ne pouvait même l'approcher. Il estimait que tous les autres démons étaient inférieurs et ne méritaient pas de vivre, et il commença à tous les tuer. À cause de cela, tous les démons s'unirent et déclarèrent une guerre totale contre Akumen, mais ce fut inutile, car il était trop fort et massacra un tas de monstres. Plus tard, Tora rejoignit aussi la bataille de leur côté, et après de rudes efforts, ils réussirent enfin à repousser Akumen, qui jura de revenir plus puissant que jamais et de les tuer tous, sans exception. Il commence à appliquer du lubrifiant sur le corps d'Ushio, on ne sait pourquoi, et poursuit en disant que les démons voulaient ensuite le poursuivre et l'achever pendant qu'il était affaibli, mais Tora n'avait aucun intérêt à cela et retourna dans sa zone où plus tard il combattit un ancêtre d'Ushio et fut cloué au mur. Les autres démons qui poursuivaient Akumen réussirent enfin à le localiser et firent de leur mieux pour le tuer en attaquant tous à la fois, mais ils furent incapables de lui faire la moindre égratignure car il était protégé par une barrière très puissante, créée par la mère d'Ushio. C'est pourquoi ils n'ont pas pu tuer le maléfique Akumen et nourrissent désormais une haine profonde envers Ushio et sa mère. Soudain, Ushio sent une horde de démons approcher et se met sur ses gardes, mais Kappa lui dit de courir vite vers le village car les démons n'entreront pas dans cette zone. Il remercie Kappa pour ce massage inattendu et dit qu'il reviendra pour son happy ending avant de s'enfuir au loin.
Il court à nouveau dans la forêt et est immédiatement encerclé par une horde de démons. Il tente de se défendre contre les démons, mais il ne peut pas lutter seul contre une armée aussi écrasante. Soudain, il entend un cri et aperçoit un vieil homme dans la forêt, alors il l'attrape rapidement, le met sur son dos, avant de s'enfuir aussitôt. Il demande au vieil homme la direction du village, et le vieil homme lui indique le chemin à travers la forêt, où il continue de courir pour soudain apercevoir une multitude de petites lumières au loin, soulagé que la sécurité soit enfin en vue. Ushio court avec le vieil homme et atteint enfin le village, où il est conduit chez une vieille femme qui lui donne du lait et de la nourriture, car il semble affamé. Ushio mange joyeusement, tout en parlant au vieil homme, qui explique avoir été choqué de voir tant de monstres. Tandis que la vieille dame commente qu'il est difficile d'imaginer que ces monstres existent encore aujourd'hui. Le vieil homme commence à poser des questions à Ushio, fasciné par ses pouvoirs. Ushio marque une pause, réfléchissant à la meilleure façon de raconter son histoire sans passer pour un fou furieux, puis lui explique depuis le début comment il a retiré la lance de Tora, et que depuis ce jour, il n'a cessé de combattre ses démons. Le vieil homme le regarde avec compréhension, quand Ushio lui donne un chou à la crème, lui disant qu'il n'a rien mangé. Après avoir discuté un peu plus, il décide de partir, et dehors, soudain sa lance s'agite frénétiquement, et il réalise que des démons sont proches. Il hurle au vieil homme de vite rentrer, mais avant qu'il ne puisse le faire, des centaines de démons surgissent de nulle part, l'encerclant complètement. Il défend le vieil homme, un démon géant l'attrape par derrière, mais il parvient à se libérer en le tranchant, avant de décider de courir aussi vite que possible, tout en criant aux gens dehors de rentrer chez eux et de se protéger. L'un des serpents démoniaques géants tente de tuer une femme et son enfant, mais heureusement, Ushio parvient à trancher le démon et à poursuivre son marathon. Il atteint enfin une zone abandonnée et se retourne pour affronter ces démons, littéralement. Un démon dinosaure géant l'attaque, mais Ushio parvient à bloquer son assaut avant de le tuer d'un seul coup. Les démons s'acharnent sur lui, l'attaquant de toutes parts, le blessant gravement, au point qu'il a du mal à simplement se tenir debout. Il tombe au sol et lève les yeux pour voir un monstre sur le point de l'attaquer, mais il est si impuissant qu'il accepte simplement sa mort. Au dernier moment, cependant, les frères et sœurs canins arrivent à la rescousse, tranchant les démons proches avant de se placer devant lui. Ushio remarque qu'ils semblent déjà blessés par les combats et leur demande de fuir, mais ils lui disent qu'ils lui doivent la vie et ne le quitteront pas. Ils se précipitent à nouveau vers les monstres, en tuant un tas d'un coup, mais soudain, un démon massif arrive et frappe Kagari avec sa massue, la blessant. Le monstre licorne géant menace les frères et sœurs d'arrêter de défendre Ushio s'ils tiennent à leur peau et envoie une nuée de petits monstres verts sur Ushio, mais il parvient à les trancher tous avec un courage inattendu. Ils se tiennent dos à dos tandis que Kagari demande à Ushio où est Tora, ce à quoi il répond qu'il a dû se ranger du côté des démons et la laisser pour mort. Kagari, cependant, refuse d'y croire et s'accroche à l'espoir qu'il apparaîtra pour les sauver tous. Le monstre licorne brise la lame du frère et le blesse avant d'essayer de passer un marché avec les frères et sœurs canins, leur disant que s'ils tuent Ushio pour lui, il les laissera vivre. Ushio leur dit d'accepter l'offre, car de toute façon, il ne s'en sortira pas vivant. Mais les frères et sœurs lui répètent qu'ils mourront avant de le quitter, et ils se jettent sur l'armée des démons dans une dernière charge suicidaire. Quand soudain, la foudre frappe, et chaque démon dans la zone est instantanément tué, et à la surprise générale, Tora émerge et les attrape tous les trois, avant de dire au monstre licorne qu'Ushio est sa nourriture, et que personne d'autre ne peut le toucher, puis il bondit dans les airs et atterrit quelque part au fond de la forêt. Ushio descend et se retourne pour remercier Tora, mais soudain, Tora et les frères et sœurs canins disparaissent dans la brume, alors que la nuit se transforme mystérieusement en jour, et quand il se retourne, il aperçoit un immense manoir devant lui, qui l'appelle par son nom. Les portes s'ouvrent d'elles-mêmes, tandis que la voix mystérieuse lui dit d'entrer. Il est choqué de voir un si grand manoir et un peu effrayé aussi, mais il prend son courage à deux mains et continue de marcher jusqu'à entrer dans une pièce où il voit la fille chinoise assise à côté d'un vieil homme étrange au nez mou, qui aurait bien besoin de pilules pour la performance. Il s'approche de la fille chinoise, surpris de la voir là, et demande ce qui se passe. Il est révélé que le vieil homme est le chef des monstres de cette zone et il veut passer un accord avec Ushio. Il lui raconte la même histoire sur la raison pour laquelle les monstres essaient de le tuer. Une femme protège le légendaire monstre Akumen, une bête à 9 queues de couleur argentée. Il dit cependant que les humains ne peuvent pas vivre aussi longtemps, ce qui signifie que la protection d'Akumen a été transmise de génération en génération aux femmes de la lignée et qu'actuellement c'est la mère d'Ushio qui s'en occupe. Il dit cependant qu'après avoir parlé à Ushio, il a réalisé que les humains ne sont pas complètement irrationnels et qu'il doit y avoir une raison pour laquelle cette femme défend un monstre. Ushio l'interrompt, disant que c'est la première fois qu'ils se parlent, mais le vieil homme révèle que le vieil homme du village qu'il a sauvé de la forêt n'était que lui, déguisé pour voir la vraie nature d'Ushio.
ils affirment qu'ils veulent connaître la raison pour laquelle sa mère protège le monstre et le laisseront la voir. Mais il doit leur extraire des informations. Ushio accepte et il envoie un ordre à tous les démons disant qu'Ushio est désormais intouchable et ne doit pas être attaqué avant nouvel ordre. Mais cela provoque un tumulte parmi les monstres. Ils sortent tous pour voir Tora et les frères et sœurs canins affronter toute l'armée démoniaque. Le vieil homme dit au démon qu'il a donné des ordres qui doivent être suivis, mais le monstre licorne répond qu'il ne peut pas obéir, car Tora et Ushio ont tué un tas de leurs frères. Tora se moque du type licorne avant d'être défié en duel, Tora accepte avec enthousiasme, et le vieil homme fixe les conditions, déclarant que si Tora gagne, ils suivront les ordres et n'attaqueront pas le garçon. Mais s'il perd, ils pourront désobéir à ses ordres. Quel chef minable, il a clairement besoin de pilules pour la performance. La bataille commence, et la licorne écrase immédiatement Tora au sol, avant de le frapper à plusieurs reprises avec sa massue, puis lui envoie une nuée de serpents mains qui mordent tout son corps. Ushio commence à s'inquiéter, alors que Tora est attiré plus près du monstre, avant que celui-ci n'utilise ses cornes pour le poignarder à travers l'estomac. Soudain, cependant, le cours de la bataille s'inverse, Tora attrape sa massue et le réprimande pour sa faiblesse, puis rejette la faute sur un humain avant de devenir un Shirizade, et d'utiliser son flamme noir fur pour brûler complètement la licorne, puis il bondit immédiatement dans le ciel, et Pikachu le défonce, le rendant tout noir. Il n'a pas fini cependant, car il commence ensuite à frapper le monstre, le cognant encore et encore, avant de lui asséner un dernier coup de poing, le terrassant. Le duel se termine alors que le vieil homme dit au monstre de ne plus attaquer Ushio, et lui et Tora partent dans la forêt pour continuer leur quête de la mère d'Ushio. Le lendemain, ils atteignent enfin Hokkaido et commencent à marcher vers la ville, quand ils sont soudainement enveloppés de brume et semblent avoir perdu la direction qu'ils devaient en prendre. Tora en rejette la faute sur Ushio, disant qu'il n'avait qu'une seule tâche, ce qui est tout à fait juste, pour être honnête. En marchant, cependant, ils sentent soudain la présence de démons, et un étrange démon araignée effrayant attaque Ushio. Il parvient à bloquer l'attaque, mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit d'autre, une fille mystérieuse apparaît de nulle part, et utilise ses communications pour tuer le monstre d'un seul coup. Ça, c'est ce que j'appelle la Woman Power. La fille le regarde et lui dit que c'était l'un des monstres libérés par Akumen avant de lui demander s'il s'appelle Ushio. Elle le regarde et se moque de lui pour être un enfant, disant qu'elle ne peut pas croire que la lance de la bête soit maniée par un gamin sans valeur. Ushio essaie de dire qu'il n'est pas un enfant, mais il reçoit une gifle en pleine phrase, et la femme commence à lui dire qu'elle appartient à la société secrète qui tue ses démons, et qu'elle a été entraînée depuis son enfance pour être la successeur de la lance de la bête. Seulement pour être arrêtée dans son élan, à cause d'Ushio. Elle regarde Ushio et lui dit de lui remettre la lance, car il n'est pas assez apte à la manier. Ushio semble ébranlé par cela, mais elle commence à lui déverser un barrage d'insultes, le faisant se sentir petit et faible. Elle lui a dit que c'était sa faute si les gens ont été Ice Cave par Buscan, et que c'était sa faute si Juro est mort, et que tout ce qui lui est arrivé, ainsi qu'aux gens autour de lui, est purement dû à son incapacité à tirer toute la puissance de sa lance, échouant à chaque tournant. Cela vide vraiment Ushio, qui commence à repenser au passé et à toutes les personnes qui l'a déçu. La fille bouge sa main et s'empare de la lance d'Ushio. Ushio n'essaie même pas de l'arrêter et la laisse prendre sa lance, après quoi elle affirme que maintenant qu'elle a la lance, elle sera inarrêtable et tuera chaque démon travaillant pour Akumen, avant de quitter la scène dans la brume et de dire à Ushio de rentrer chez lui. Ushio se met simplement à broyer du noir, mais pour Tora, c'est le plus beau jour de sa vie. Il attendait qu'Ushio soit sans sa lance pour pouvoir le tuer, et enfin, il n'a plus sa lance. Il lui saute dessus, mais s'arrête ensuite, parce qu'Ushio est d'une humeur complètement maussade, et commence à essayer de le réconforter. Soudain, il remarque une nuée de monstres sangsues, effrayants, volant au-dessus d'eux. Mais au lieu d'attaquer, il se dirige simplement vers la fille, qui s'est enfuie avec la lance. Ushio regarde les démons, s'inquiète un peu pour la fille, et décide de la suivre. La lance semble avoir rejeté la fille, car elle est piégée dans les bras du monstre, complètement incapable de bouger. Au moment où le monstre allait la tuer, Ushio a couru derrière elle et a saisi sa lance avant d'attaquer le monstre et de le faire lâcher la fille. La fille est choquée de voir la version Chad d'Ushio avec ses longs cheveux et semble apprécier ce qu'elle voit. Ushio saisit la lance et fonce vers le démon à toute vitesse, tranchant tous ses tentacules avant d'essayer de mettre fin au combat. Mais il est arrêté quand le monstre le frappe et le projette en arrière. Ushio se relève et saute sur le monstre, mais il est arrêté en plein élan, quand le monstre utilise ses monstres sangsues pour attraper la pauvre fille, riant au visage d'Ushio, affirmant qu'il a appris que ces tactiques sont très efficaces contre les humains. Ushio regarde derrière lui et saute en l'air avant de lancer sa lance sur la fille, choquant même le monstre, car il ne s'attendait pas à ce qu'il soit si impitoyable. La lance libère la fille, mais le monstre attrape Ushio et commence à l'étreindre à mort. Tora arrive au dernier moment, cependant, et saute sur le monstre avec une rage incroyable, lui arrache les bras avant de mordre le monstre au visage, libérant Ushio.
Il appelle rapidement sa lance et fonce sur le monstre, le tranchant en deux, le tuant immédiatement. Il ramasse le peigne de la fille par terre et le lui rend, lui montrant le peigne qui appartenait à sa mère. Il regarde la fille et lui demande s'il pourrait garder la lance un peu plus longtemps, jusqu'à ce qu'il retrouve sa mère, et la fille, tel un classique tsundere, lui dit qu'elle n'est pas impressionnée et le laissera garder la lance juste un peu plus longtemps, et l'avertit qu'il y a 3 autres personnes comme elle qui ont été entraînées pour être la successeur de la lance de la bête et pourraient fort à venir le chercher. Ushio la remercie, puis trouve enfin un restaurant où il prend un copieux petit déjeuner avec Tora et sort enfin pour prendre un bus et essayer de retrouver sa mère. Dehors, il commence à se demander s'il est assez bon pour la lance, mais Tora se moque de lui et ils échangent des plaisanteries amicales quand il trébuche et se cogne la tête sur une moto. Comment ne pas entendre une moto arriver juste derrière soi? Alerte Helen Keller! Il regarde derrière lui et voit un type élégant sur une jolie moto. Le type dit des choses étranges et prémonitoires. Mais Ushio est trop absorbé, agissant comme s'il venait de sniffer un tas de crack, et ne fait pas vraiment attention avant que le type ne lui demande s'il aimerait le monter. Je veux dire, s'il aimerait monter sur sa moto. Ushio le regarde, mais se sent bizarre, alors il refuse avant d'aller à l'arrêt de bus pour prendre le prochain. En chemin, cependant, Tora sent un regard étrange sur lui et se retourne pour voir le type le fixer de loin. Il s'énerve et se précipite en arrière, laissant Ushio et confronte l'étranger, lui demandant s'il est l'une des personnes qui en ont après la lance de la bête. Ushio commence à rappeler Tora, disant qu'il partira sans lui, mais Tora ne lui prête aucune attention. Le type se présente comme Akiba, l'un des successeurs choisis pour la lance, mais affirme qu'il est plus intéressé par Tora que par la lance. Cela n'importe pas à Tora, cependant, car il fonce simplement sur Akiba, l'attaquant. Tous deux se lancent dans une bagarre et semblent être d'égale force, alors qu'Akiba essaie de prendre le dessus en frappant Tora encore et encore avec son bâton. Tora essaie de Pikachuiser Akiba, mais échoue car son bâton est fait d'un métal étrange qui peut contrôler l'électricité je suppose, et il la redirige vers Tora. Tora décide de devenir Teresa à ce moment-là. Mais Akiba esquive simplement l'attaque et le frappe à la tête avant de sortir une pointe de son derrière et de l'utiliser pour clouer ses bras au mur. Cela blesse Tora qui essaie de s'en libérer, mais échoue, tandis qu'Akiba explique que le métal est spécialement conçu pour sceller les pouvoirs démoniaques et Tora ne peut pas s'en échapper. Il regarde Tora et lui demande pourquoi il est avec Ushio. Il affirme que Tora est censé être un monstre, né il y a 2000 ans en Chine, capable de cracher du feu et de contrôler l'électricité, l'un des démons les plus forts, physiquement en vie, et qui adore terroriser les humains. Alors pourquoi suit-il les ordres d'un humain maintenant devenant son animal de compagnie? Tora lui dit de se taire et lui lance une pique, mais Akiba bloque son attaque et recule avant d'essayer de faire de Tora son Jésus personnel. Il affirme qu'ils suivent les mouvements de Tora depuis qu'il s'est échappé du sous-sol, mais ont été choqués de le voir sauver des humains et des démons. Tora se met à rire et prétend qu'il reste simplement avec Ushio sans le tuer parce qu'il ne s'ennuie pas quand il est avec lui. À l'horreur d'Akiba, Tora commence à arracher ses mains et ses pieds de son corps et lui saute dessus pour l'attaquer. Il esquive l'attaque, mais Tora décide alors de montrer à quel point il peut être effrayant et devient une putain d'araignée, poursuivant Akiba qui tente de porter un coup final, mais est frappé de la tête par Tora, le battant immédiatement. Tora rattache ensuite ses membres sorteurs à son corps et épargne la vie d'Akiba, lui disant de ne plus le regarder, lui ou Ushio, avant de décider de suivre Ushio. Ushio, d'autre part, est dans un bus qui a déjà été possédé par des démons sangsues qui contrôlent maintenant le bus alors qu'il devient incontrôlable. On dirait que Buscon va faire un sacré carnage cette saison. Ushio se lève rapidement de son siège et se précipite vers le conducteur, seulement pour le trouver complètement envahi par les monstres sangsues. Il utilise sa lance pour libérer le conducteur, mais cela a pour seul résultat que tout le bus est sous le contrôle exclusif de ces monstres. Le bus commence à dévier vers la glissière de sécurité, alors Ushio brise une des fenêtres, envisageant de sauter pour se sauver, mais le bus va trop vite, et il ne peut pas simplement laisser tous ces gens à l'intérieur. Buscan commence aussitôt à transformer un tas de voitures en blocs de glace, les envoyant dans un autre monde. Ushio, impuissant, ne sait comment sauver tous ces gens. Soudain, il entend la voix d'Akiba l'appeler de l'extérieur. Il passe la tête par la fenêtre et découvre Tora et Akiba qui le suivent de près. Tora dit à Ushio de simplement sauter du véhicule, mais Ushio refuse, expliquant qu'il y a beaucoup de monde à l'intérieur. Akiba et Tora élaborent alors un plan. Ils demandent à Ushio de prendre tous les passagers de leur siège et de les faire se tenir au centre. Ils se retournent et hurlent à tout le monde de se lever de leur siège, et tous s'assemblent au centre. C'est alors que les monstres sangsues surgissent à nouveau. Akiba lacère l'arrière du bus, puis utilise la même technique pour trancher l'avant. Complètement, ensuite, il fait signe à Tora de prendre le relais, d'utiliser avec son énergie, projette tous les passagers, sauf Ushio, hors du bus. Un tas de sangsues se collent à Akiba, mais il parvient à utiliser sa technique spéciale pour créer une couverture d'énergie pour eux.
Tous les passagers y tombent, sans une égratignure. Le problème, cependant, c'est que le bus continue de foncer vers les passagers sur la route, car Ushio est immobilisé et incapable d'actionner le frein. Akiba commence à paniquer, mais Tora lui dit de se calmer, car il fait confiance à Ushio. Soudain, Ushio se transforme en véritable héros et lacère tout le bus avant de planter sa lance dans le cœur de Bus-kun, l'utilisant pour arrêter le véhicule juste avant qu'il ne percute les passagers. Il descend du bus, visiblement soulagé que tout le monde aille bien. Mais quand il remarque que certains passagers ont des blessures, cela l'attriste profondément. Il s'enfuit alors comme une fillette, se blâmant pour leurs blessures. Akiba et Tora le suivent. Tora explique qu'Akiba est un autre des successeurs de la lance, et Akiba lui dit d'enlever ce regard stupide de son visage, car il va le déposer là où il doit aller. Point barre. Après cela, Ushio monte sur la moto, et ils partent tous vers leur destination. En chemin, cependant, ils sont suivis par un groupe de motards en combinaison noire, et sont forcés de s'arrêter. Ushio demande à Akiba s'il connaît ces gens, et il répond que ce sont tous ceux qui n'ont pas été choisis comme candidats potentiels pour manier la lance. L'une des filles retire son casque, se présentant comme Jun, et dit à Akiba que son frère est toujours porté disparu. Ushio semble confus, alors Akiba lui explique que le frère aîné de Jun est l'un des successeurs potentiels de la lance, et le meilleur des 4. Il s'appelle Satoru, et il a maîtrisé à la fois les arts spirituels et martiaux, ce qui le rend plus fort que n'importe quel autre candidat. Jun affirme que son frère a commencé à agir bizarrement depuis qu'il a entendu parler de la lance de la bête, et a complètement disparu récemment, sans donner de nouvelles. Soudain, Tora sent quelqu'un approcher, qu'il décrit comme un humain plutôt fort. Brusquement, un monstre violet surgit du sol, fonçant droit sur Ushio, qui bloque l'attaque avec sa lance. Alors que la poussière retombe, un homme aux cheveux jaunes et à la robe blanche flottante apparaît, qui semble contrôler le démon. Il se présente comme Satoru, le véritable successeur de la lance de la bête, et envoie son monstre attaquer Ushio à nouveau. Ushio se lance aussi à l'attaque, mais il est immédiatement englouti par le monstre, qui commence à l'aspirer. Akiba dit à Satoru d'arrêter avant de sortir son bâton et de l'attaquer. Mais Satoru est très fort et très rapide, il bloque immédiatement son attaque et lui donne un coup de genou dans l'estomac. Les autres motards décident rapidement d'attaquer Satoru, même si Akiba leur dit qu'ils ne font pas le poids, et sont immédiatement engloutis par le même monstre. Ushio se sent totalement impuissant en voyant les autres au bord de la mort. Mais comme d'habitude, Tora, le sauveur, arrive à la rescousse et, d'un seul coup, le libère. Ushio se transforme rapidement dans sa forme bestiale et fonce sur le monstre, le lacérant et libérant les autres de son emprise. Il se tourne ensuite vers Satoru lui-même, mais Jun vient à sa défense et se place devant son frère, leur disant de se calmer. Satoru, cependant, est un misogyne et gifle sa sœur pour avoir parlé sans permission et pour être une femme. Puis quelque chose lui arrive, il commence à perdre le contrôle de lui-même et semble souffrir énormément. Il leur dit qu'il s'occupera bientôt d'Ushio et disparaît dans la forêt. Tora les regarde et leur dit que Satoru est définitivement infesté par ces monstres sangsues et qu'ils semblent avoir pris le contrôle de son cerveau. Cela pousse Ushio à demander à Tora s'il y a un moyen de retirer les monstres de sa tête, mais Tora lui répond qu'il se fiche éperdument de tout autre humain. Ils se remettent tous en route, Ushio s'arrête à une station-service et se précipite aux toilettes avant de fixer le miroir comme un ado en pleine crise et de hurler pour le monstre du miroir qu'il a rencontré avec la fratrie canine. Le monstre apparaît et demande à Ushio ce qu'il veut. Ushio lui explique la situation. Tora le menace d'une manière légère, ce qui fout une peur bleue au garçon miroir. Il les connecte rapidement avec le chef des monstres, qui dit à Ushio que le seul moyen de s'en débarrasser est de devenir une apparition et d'entrer en lui pour tous les tuer. Il peut le faire avec l'aide de la lance, mais il n'y a aucune garantie qu'il puisse retrouver sa forme normale. Après cela, ils reprennent la route et établissent un campement à proximité, s'asseyant autour du feu de camp. Akiba raconte à Ushio que, quand ils étaient jeunes, Jun fut un jour attaqué par un monstre arbre. Satoru, bien qu'effrayé, tua le monstre d'un seul coup de poing. Mais au lieu de le remercier, Jun eut peur de lui et n'a jamais pu le remercier. Ushio pense « Belle histoire, mais qui a demandé ?» Quand soudain, un trou noir s'ouvre dans les airs et un tas de monstres insectes en sortent, accompagnés d'Akiba, qui attaque Ushio et Tora avec des chaînes magiques qui lient Tora et désarment Ushio. Il envoie ces monstres insectes qui attaquent Ushio. Jun essaie de faire appel à l'humanité de Satoru à nouveau, mais il la repousse d'un coup de poing. Jun, cependant, est une fille coriace et le saisit à nouveau, lui disant qu'elle ne le quittera pas, ce qui donne à Ushio et Tora assez de temps pour briser leur lien. Ushio découpe les monstres, tandis que Tora les foudroie jusqu'à l'oubli. Satoru commence à devenir fou et sort un couteau de nulle part. Il était sur le point de poignarder sa sœur, quand Ushio lui a lancé sa lance, faisant voler le couteau de ses mains.
Satoru reprend lentement conscience et est horrifié de voir ce qu'il était sur le point de faire. Il recule du bord de la route avant de réaliser qu'il n'y a aucune issue à ce cauchemar et saute de la route dans la vallée. Ushio se précipite sur le bord de la route et lance sa lance à nouveau, juste à temps pour le clouer contre la falaise. Il est ensuite récupéré par les autres, mais semble être inconscient. Ils entourent tous Satoru inanimé, tandis que Jun pleure sur lui comme s'il était mort. La pauvre fille est juste inconsciente. Ushio, cependant, est aussi naïf qu'on le sait déjà, et commence à dire à Akiba qu'il va entrer dans le corps de Satoru et qu'il se débarrassera définitivement du monstre à l'intérieur de lui. Akiba essaie de l'arrêter, lui disant qu'il pourrait ne jamais revenir de cette bataille, mais Ushio ne réfléchit pas avec la bonne tête en ce moment et se fiche de tout ça. Akiba s'énerve et saisit son bâton, disant à Ushio qu'il va le tabasser s'il essaie d'entrer. Il s'apprête à attaquer Ushio, mais s'arrête au dernier moment en voyant Ushio se tenir là, défiant. Il s'énerve et laisse Ushio faire tout ce qu'il veut. Ushio jette un coup d'œil dans le rétroviseur de la moto et appelle à nouveau le monstre du miroir qui le prévient encore qu'il perdra son humanité s'il entre dans le corps d'une autre personne, mais Ushio est d'accord avec ça. En signe de bonne volonté, le monstre du miroir envoie un autre petit monstre poilu nommé Izuna pour aider Ushio une fois à l'intérieur du corps et pour lui servir de guide. Le monstre ne semble pas beaucoup aimer les humains, mais une rencontre avec Tora le calme direct. Ushio dit à Tora qu'il est désolé s'il perd son humanité, car Tora voulait l'arrêter. Mais Tora affirme qu'il ira à l'intérieur avec lui, et le maîtrisera s'il commence à se transformer en quelque chose d'inhumain. Les trois se précipitent vers le corps inanimé de Satoru et sautent à l'intérieur, tandis qu'Ushio dit à Jun de tenir le corps de Satoru, car il pourrait commencer à bouger. Ils entrent tous dans son corps où tout est sombre au début, mais ensuite il ouvre les yeux pour voir l'intérieur d'un corps humain, ce qui est très perturbant pour lui. Izuna leur dit de le suivre de près et de ne pas se perdre avant qu'ils ne réalisent qu'une horde de monstres arrive vers eux. Ushio est déterminé, cependant, et fonce à travers les monstres aux côtés de Tora, les décimant tous complètement. Ils continuent de courir et finalement Izuna leur montre où se trouve le cœur. Soudain, les vaisseaux sanguins à l'intérieur du corps corrompu attrapent Izuna, et bientôt Tora et Ushio sont également capturés. Tora, fatigué de tout ça, décide de se frayer un chemin en utilisant ses éclairs pour sortir de ce problème, même si Izuna lui dit de ne pas le faire, car cela pourrait endommager le corps de Satoru. Mais c'est trop tard, Tora utilise l'attaque, faisant se débattre Satoru. Ushio dit à Tora de ne plus utiliser cette attaque, tandis que sa lance fonce automatiquement sur le monstre et le poignarde, ce qui le fait lâcher les trois. Ushio se précipite alors vers lui et force le monstre à sortir de son corps, mais cela met une immense pression sur son corps et il commence à perdre le contrôle de lui-même. Tora semble avoir peur pour Ushio, mais heureusement Ushio parvient à se ressaisir et court devant, leur disant de ne pas perdre de temps. Ils commencent à remonter la moelle épinière quand ils voient un autre énorme cordon de créatures sangsues, volantes et effrayantes. Il en tranche un tas, finit par se faire attraper par eux, et quand tout semble perdu, le pouvoir de l'amour l'emporte, alors que Jun pleure sur le corps de son frère, ce qui est apparemment la plus grande puissance de tous les temps. Bon, cette série devient vraiment bizarre. Bref, cela affaiblit un peu le démon à l'intérieur du corps, donnant à Ushio la chance d'échapper au monstre avant qu'il ne commence à en découper d'autres pour son plat sauté plus tard. Il continue de courir quand soudain il s'arrête net alors que des choses noires commencent à sortir de son corps, la lance de la bête essayant de prendre le contrôle, tandis qu'Izuna et Tora le regardent tous les deux. Heureusement, cependant, il parvient à garder le contrôle et commence à courir vers le cerveau, quand soudain le monstre chef descend, les attaquant. Ushio se prépare pour le combat final alors que lui et le grand méchant s'engagent dans une mêlée mortelle. Ils commencent tous deux à s'attaquer avec une intensité incroyable, et Ushio réalise vite que ce monstre n'est pas si faible, il pourrait bien leur causer des ennuis. Le monstre décide d'essayer d'intimider Ushio et lui montre l'apparence d'Akumen. Son aura incroyablement terrifiante était suffisante pour qu'il s'agenouille et cache son visage, tandis que le monstre tente d'en profiter et attaque Ushio alors qu'il ne regarde pas. Heureusement, cependant, il est sauvé par l'intervention d'Izuna qui a sauté entre eux, encaissant le coup et protégeant Ushio avant de tomber au sol. Ushio attrape Izuna et recule, le déposant à terre. Mais le monstre avance et essaie de l'attaquer. Ushio cependant bloque son attaque et est maintenant très en colère. Il commence à repousser le monstre avec une série d'attaques, mais le corps d'Ushio atteint ses limites. Il se tient là, haletant, mais Tora vient à ses côtés et lui dit qu'il a un plan. Il dit à Ushio qu'ils doivent attirer le monstre près de l'œil de Satoru, où Jun pourra utiliser son amour pour tuer le monstre. Oui, cette série est vraiment devenue bizarre. Il s'enfuit du monstre, faisant semblant d'avoir peur, qu'il essuie jusqu'à l'œil. Soudain, il se retourne, prêt à l'affronter. Le monstre réalise ce qui se passe et essaie de s'enfuir, mais il est attrapé et poussé par Izuna devant l'œil afin qu'il puisse être tué. Mais en faisant cela, Izuna sacrifie aussi sa propre vie, ce qu'Ushio n'est pas prêt à accepter.
il va à l'encontre des souhaits de Tora de laisser Izuna mourir et fonce vers le monstre à une vitesse incroyable, le poignardant au cœur au moment même où June montre son pouvoir d'amour. Ils émergent finalement des larmes de Satoru, qui s'est maintenant réveillé, et ils commencent à se réjouir quand soudain, Ushio perd le contrôle de son corps et commence à être contrôlé par l'esprit de la lance de la bête. C'est tout pour cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour la troisième partie, et regardez cette prochaine vidéo à l'écran.